Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Média Sorare, c'est un site d'actualité qui diffuse des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Revenons au podcast. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Jonathan, alias Traveling Pizza, investisseur sur Sorare. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Yacine, alias Sorare Légion, manager d'une belle galerie et créateur de contenu qui n'a pas la langue dans sa poche. Salut Yacine. Salut Mehdi. Écoute, ça me fait très plaisir de t'accueillir enfin sur le podcast qui, je te l'avoue, est très attendu par la communauté. Ouais, rien que ça. Ouais, on verra si tu as toujours ta langue bien déliée comme tu l'as sur tes vidéos. Yacine, beaucoup de gens te connaissent sous le nom Sorare Légion, mais est-ce que tu peux te présenter un peu plus personnellement? Ouais, Sorare Légion, je suis sur Paris, je suis coach de boxe, je joue à Sorare depuis 1 an et demi. C'est à peu près tout. Je fais des vidéos sur YouTube, quelques touches de temps en temps et voilà. Tu as quel âge? J'ai 36 ans. Junior vétéran et donc coach de boxe depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Et ancien boxeur pro ou amateur? Non, mon frère mais moi non. Et qu'est-ce que tu faisais avant ça? Alors moi pendant 10 ans, j'étais dans le web et la psychologie. C'est une longue histoire. Mais ouais, le web psychologue de formation? Non, j'ai fait une école de commerce. C'est pour ça que je te disais, c'est une longue histoire. Ça allait passer par plein d'étapes différentes. Ok. Et puis, t'as découvert Sorare. À quel moment? J'ai découvère Sorare, c'était il y a 2 ans. Pour la première fois, un pote m'en avait parlé il y a 2 ans, puis je m'en foutais un peu. Et en mars de l'année dernière, tu sais, il y avait Gary Van Snake, là, le mec Vaynerchuk. Ouais, le gourou des NFT et des cartes de collection. Ouais, c'est ça. Il a commencé à en parler en mars 2021, à s'acheter des Mbappé et des Joao Félix, et là, le projet, la pump. Tu sais, en mars, tout a fait x10. Ouais. Je suis rentré, à ce moment-là, au pire moment à ce moment-là, ouais. Et t'étais déjà familier du monde des NFT ou du fantasy game? Non, j'avais acheté des Ethereum en 2017. Des bitcoins et des Ethereum en 2017. J'avais commencé en 2018, je sais plus. Mais j'avais acheté quelques Ethereum. Avant ou après le crash? Avant, mais bon, de toute façon, ça a crash. J'ai crash avec, hein. j'ai tout perdu avec. Donc, même en étant avant, j'ai quand même pris des coups de coude. Donc, voilà. Et puis après, quand j'ai entendu parler de Sorare l'année dernière, il y a 1 an et demi. Je me suis mis un petit peu à m'intéresser un peu plus aux cryptos, aux différents jeux qui existaient en mode, tu sais, pay to earn et toutes ces conneries là. Donc j'en ai testé plein, dont Sorare. Et voilà, pendant 1 an, j'ai testé plein de pay to earn. Je suis un gros joueur à la base, j'aime bien jouer. Et j'aime bien la techno, j'aime bien le web, j'aime bien l'anarchisme et l'idée de mettre un grand chassé dans le château de cartes, tu vois. Donc forcément, les cryptos, c'est un concept qui me plaisait. Et donc voilà, je me suis intéressé aux NFT, au pay to earn, aux cryptos un peu plus. J'ai vraiment soudé comme un porc pendant 1 an et demi. Et j'ai beaucoup appris. Et donc tu faisais à côté ton job de coach? Ouais. Non, après ça reste un à côté quoi. Ça reste un à côté, mais bon, j'y passe énormément de temps. En fait, je suis assez extrême, tu vois. Quand je fais un truc, je le fais à fond et je pense qu'à ça et j'en dors pas quoi. Je fais que ça. Et donc on va en venir tout à l'heure. On va un peu plus creuser la situation actuelle sur Sorare, mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande beaucoup de temps pour essayer de performer tout simplement. Tes passions en dehors de la boxe et de Sorare et des cryptos? Ouais, la boxe, un peu de danse, la boxe, la danse, et en vrai, moi je suis... La danse, quelle sorte de danse? Tango, ouais, je danse le tango. Argentin. Exactement, t'as tout compris. Tango argentin, de la boxe. Avec madame ou pas forcément? Ouais, non, pas forcément, mais aussi un peu. Putain, si je dis ça à ma femme, je te jure, ma femme me bassine depuis des années pour qu'on prenne des cours de tango. Écoute, ouais? Je te jure.
Donc je vais te contacter par après pour avoir un peu plus d'infos là-dessus. Ah ouais, non. Si tu veux. Chaque fois qu'il y a des démonstrations de tango à la télévision, voilà, on regarde. En plus, ils sont toujours bien classe. Et tu fais ça depuis combien de temps? Ouais, depuis longtemps, j'ai toujours dansé en vrai. Tu sais, la boxe c'est jamais que de la danse avec de la violence, tu vois, c'est un peu le même c'est un peu le même concept là, c'est de la boxe sans de la violence. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs pros qui font de l'entraînement physique de boxeurs pour justement le petit jeu de jambes. Ouais. Surtout la coordination. Les joueurs de tennis, ça c'est assez connu les entraînements de boxe pour les jeux de jambes. Et les mecs des fois je donne des cours à des mecs qui font du foot et franchement ils sont souvent forts en boxe. Tu vois, avec les appuis, tout comme en boxe et en danse, tout vient. En fait, en boxe, tout vient des jambes. Les gens pensent que ça vient des bras, tu vois, mais tout vient des jambes. La force vient des jambes. Tu sais, c'est comme c'est difficile de marcher sur les mains, tu vois, alors que toute la journée tes cuisses elles te portent. Si tu veux vraiment mettre de la patate dans un coup, il faut que ça vienne des pieds. Et les mecs en règle générale qui ont fait du foot, ils sont vraiment bons en boxe quoi. Ouais, c'est un peu comme au basket aussi. Hein. Au basket, j'ai des mecs aussi qui font du basket. Tu utilises aussi beaucoup tes jambes, bien descendre sur tes appuis et le bras finalement, c'est la continuité en fait de tes jambes, c'est ça? Ouais, bah c'est exactement les mêmes principes. J'ai un mec qui a fait du basket pendant 20 ans et franchement c'est vrai qu'il s'est mis à apprendre la boxe et a appris très 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 vite. Ouais non, en vrai il y a des synergies de ouf. Donc boxe, tango. Et alors les jeux, et alors tu parlais des jeux Play to Earn, que t'en as essayé beaucoup. Est-ce que t'en as retenu l'un ou l'autre qui était un bon, qui était des bons? Ouais. Ils sont tous viandés et c'était tous des Ponzi. J'ai mis un petit billet dans plein de jeux différents. Il y a qu'un seul jeu où j'ai pas mis de billet, c'est Axie Infinity, mais j'ai vraiment suivi. En fait, il y avait un podcast de français. En fait, c'était 4 français, tu vois, qui s'appelle Axie Froggy, si ça vous intéresse. C'est une vraie, c'est très intéressant parce qu'ils font un podcast toutes les semaines, tu vois. Et j'ai suivi leur truc, j'ai commencé à suivre leur podcast en septembre de l'année dernière. Et en fait, tu suivais leur pérégrination du moment où en fait leur NFT coûtait 2000 balles. Tu vois, leur NFT, tu sais, ils achetaient des petits Pokémon à 2000 balles. Et tu vois leur évolution psychologique au fil des semaines et au fil des podcasts, où leur NFT payait 2000 balles, où tu sais, ils étaient rois du monde. Et puis tu sais, dans Axie, t'avais un espèce de système de, comment ils appellent ça, là, l'esclavagisme, là, attends. Il y avait un système d'esclavagisme, seulement il y avait un autre nom un peu plus soft. Et en fait, tu sais, ils embauchaient des mecs en Indonésie pour... oui, je vois, comment ça s'appelle? Écoute, je reviens pas sur le terme, mais je vois exactement ce que tu veux parler. Donc ils payent des gars en fait qui jouent pour eux, quoi. Ouais, et tu les vois être les rois du monde, les rois du pétrole en septembre, avec des Axie à 2000 balles qui font travailler avec toute une armée de Chinois. Ils ont des managers qui managent tu sais, ils ont des esclaves qui managent les esclaves, tu vois, des nègres de maison. Et tu les vois manager tout ça. Et tu les vois, en fait, déchanter au fil des mois que leur NFT perd leur valeur jusqu'à aujourd'hui valeur 2 balles. Et le top, c'était quand en février, en fait, tu vois, la boîte qui fait Axie Infinity s'est fait hacker un demi-milliard, tu vois. Et les mecs, ils étaient là quand même à rationaliser le fait, mais non, j'y crois quand même. Tu sais, puis c'est le même verbe que sur Sorare, tu vois. C'était, je crois au projet, à l'aventure, tu vois. Et tu vois, le truc coûtait 2000 balles et ça coûte 2 € aujourd'hui. Et bon, aujourd'hui, ça y est, c'est bon. Tu vois, un an après, ils ont réussi à faire le deuil de dire non, c'est bon, c'était un Ponzi, c'est de la merde et tout ça. Et en tout cas, je conseille de regarder l'évolution de septembre à aujourd'hui de ce podcast qui continue de tourner. Hein, c'est vraiment très intéressant et c'est quoi la bout donc vraiment leur NFT qui valait 2000 il y a un peu plus d'un an, ça vaut vraiment quoi? C'est divisé par 1000? 2 balles. 2 balles. Ouais, 2 balles. Ça vaut 2, 3. Vraiment. C'est pour ça que même pour moi, alors tu vois, j'ai expérimenté plein de jeux crypto Ponzi qui sont tous vautrés, donc je l'ai vécu entre guillemets par l'expérience de voir les trucs fondre et plus rien valoir. Et j'ai le seul gros pay to earn crypto Ponzi que j'ai pu voir sans participer, sans en acheter, c'est celui-là. Et en même temps que Sorare, tu vois, en même temps je me suis dit est-ce que je fais 50-50 Sorare ce truc-là, et puis non, j'ai dit vas-y all-in Sorare, c'est un pay to win, il faut mettre un max, tu vois, il faut concentrer ses ressources dans un seul truc vu que c'est un pay to win. Et mais pour autant j'ai vraiment suivi l'évolution d'Axie Infinity, notamment à travers ce podcast. Et ouais, c'est intéressant de te dire, tu vois, aujourd'hui on est tous là, il y avait un tweet de Jobs qui disait donc Neymar il a fait diviser par 2, c'est une dinguerie, ça se produit pas.
Et tu peux voir fondre. On voit depuis plusieurs mois fondre le prix des cartes. Là, il y a eu un gros coup de coude. D'habitude, ça fond doucement. Là, il y a eu un Titanic qui s'est empalé dans la banquise, tu vois. Mais en fait, ouais, c'est pas impossible que le scénario existe, qu'un jour, ta carte à 6000 balles, elle en vaille 6. C'est possible, faut pas... On se dit non. Mais si, c'est un scénario, il faut l'envisager dans le champ des possibles. Et ça s'est produit pour Axie, qui était à l'époque beaucoup plus gros que Sorare. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, ouais, Sorare, ça vaut 4 milliards, c'est une dinguerie et tout. Les mecs qui faisaient Axie Infinity, ils valaient 5 milliards. Ils étaient capitalisés à 5 milliards. Ouais, et tout le monde disait, non, mais trop too big to fail, machin, tout ça, tu vois. Ouais. C'est comme il y a l'argument souvent de, ouais, mais ils arrivent à avoir la NBA, ils arrivent à avoir la MLB, c'est qu'ils sont chauds, c'est qu'ils sont machin. Mais toi, t'es bien placé pour savoir que, tu sais, là, le jeu qui avait la licence NBA, là, comment il s'appelle? NBA Top Shot. Voilà, ça a coulé, tu vois, le bordel. Ouais, je connais pas les prix. Mais j'ai été étonné parce que je suis encore abonné à leur compte Twitter. J'ai vu une carte de LeBron James limitée à 49 exemplaires qui s'est vendue à un peu plus de $20,000. Bon, elle s'était vendue à $400,000, hein. Mais ça vaut encore oui, $20,000. Oui, non, mais c'est le ratio qui compte. J'étais étonné. Ouais, non, mais il y aura toujours c'est comme il y a certainement, tu sais, il y a des Axie, ils se vendaient à $200,000. Il y a des Axie, ils se vendaient $200,000. C'est pour te dire que aujourd'hui, je sais pas combien ils valent les fameux Axie à $200,000, mais bon, t'as des lands qui se vendaient à des dizaines de milliers de dollars. Vraiment, c'est des énormes sommes, hein. Aujourd'hui, le hype de la NFT dans tous les sens, hein. N'importe quel projet NFT qui sortait, ça flambait dans tous les sens. Et là, c'est vrai que c'est la grosse gamelle, hein. La gamelle globale, 80, je sais plus, il y avait un tweet, j'avais eu il y a pas si longtemps, je crois d'un gars assez connu, et moi j'avais répondu, 99% même des NFT sont morts, et il y a plus que Sorare ou presque. Bon, c'était une boutade, mais écoute, t'as bien engagé la discussion, mais quand même, on va terminer. Pour conclure, pour moi, la force de Sorare, pour moi, la force de Sorare par rapport aux autres, parce que si tu viens d'aborder ce sujet, c'est que ils ont pas créé leur propre token, là où tous les autres ont voulu créer leur propre token, et deux, c'est les paliers, ils ont indexé un revenu lié à une valeur fixe en euros. C'est ça les deux différences qui font que le bordel tient à peu près les paliers et le fait qu'ils sont pas amusés à créer des tokens. Écoute, on va creuser le sujet dans quelques minutes. On va juste un peu parler de ton évolution, de ton aventure, Sorare. Donc je vais rapidement présenter ta galerie. Donc tu as beaucoup de cartes, vraiment beaucoup. Tu as une galerie qui est valorisée encore, je vais dire aujourd'hui, à peu près 100 Ethers. Tu as 160 cartes limited, 228 rares, 71 super rares. Donc t'as quand même près de 500 cartes. T'as gagné 9 fois 9 fois premier en SO5, 324 reward winning line-up de 20%. Donc, et tu t'es inscrit, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était le 21 mars 2021. Alors, quand t'as débarqué sur Sorare, comment est-ce que tu t'y es pris? Ouais, alors le principe c'était le suivant. À la base, en fait, on s'est dit Sorare c'est un pay to win. Donc en fait, on est pauvre. On était 3 potes. On s'est dit on est pauvre. Venez, on mutualise nos ressources parce que tu vois, enfin, vaut mieux attaquer un château avec une mitraillette vaut mieux un mec avec une mitraillette que 100 gars avec des couteaux pour attaquer un château. Donc on s'est dit venez, on se fait un compte ensemble et puis comme c'est un pay to win, on achète les cartes chères qui vont nous rapporter, etc. Et en fait, on l'a pas fait parce que pour plein de raisons, parce que en vrai quand t'es plusieurs, tu vas plus loin mais tu vas moins vite. Et au début dans Sorare, moi j'étais un peu impatient, je suis d'un naturel assez impatient, impulsif, donc j'y suis allé un peu tout seul. Il y a aussi le fait que dans Sorare, forcément au début tu payes pour apprendre, tu payes cher pour apprendre. Moi j'ai perdu toutes mes économies au début, tu vois, parce que j'achetais n'importe comment, j'utilisais même pas Sorare Data, enfin j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire. Et tu vois, heureusement que j'ai perdu mon oseille à moi et pas celui de mes potes, sinon vraiment je l'aurais encore plus mal vécu que ce que j'ai mal vécu, tu vois. Ouais. Donc ça a mal commencé comme ça, tu vois, j'ai voulu aller trop vite, plus vite que la musique. Et t'avais posé combien au début? Franchement, j'avais mis presque toutes mes économies, j'avais dû mettre 10-15K, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, t'as pas été... Ouais, non, ouais. Ouais, je suis pas un early comme vous, tu sais, je suis pas rentré avec 100 balles et c'est devenu un demi-million, tu vois, j'ai vraiment mis toutes mes économies. Moi, je suis pas si early que ça, hein. J'ai quand même mis aussi quelques cas. Hein. Ouais, non, mais tu vois, non, mais il y en a, ils ont vraiment... Ceux qui ont commencé en 2019 ou voilà. Jusque mi-2020, quoi, ouais. Ouais, c'est eux, ils achetaient des Mbappé à 3 €, je suis pas rentré là, tu vois. Je suis rentré au pire, en fait, je suis rentré sur Gary où tout faisait
fait x10, tu vois, si tu regardes ma galerie, il y a des joueurs, je les ai achetés un demi Ethereum, aujourd'hui ils valent 50 €. Enfin, tu vois, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais au bout de 3 mois, bah voilà, je pense que c'est le processus, je le vois, c'est le processus assez classique. C'est tout le monde commence, même si tu lui donnes les bonnes pratiques, les bons conseils à un joueur, il va vouloir quand même dire non, mais je veux tester. Il teste, il se casse les dents. Et après, bon, voilà, en juillet, je me suis dit, bon, j'ai compris comment marche le jeu. Parce qu'en général, quand je m'intéresse à un jeu, bah, je deviens fort, tu vois. Et à partir de là, j'ai un peu recave. Et avec ce que j'ai recave, j'ai commencé à bien jouer. À partir de juillet, j'ai vraiment bien joué, j'ai enquillé. Ok. Et donc, t'as remis encore quelques caps? Ouais, j'avais recave un 5K, un truc comme ça en juillet, en mode, puis mon 15K, il valait plus rien, tu vois. Je me dis, ok, j'ai compris comment on joue, mais j'ai plus rien, tu vois. Et j'ai dû recave un fond de tiroir et après, rouler jeunesse. Ok. Et alors, comment tu t'y es pris quand t'as mis la deuxième strat classique là, ouais. Ta stratégie c'était quoi? Ouais, ma stratégie, bah elle était classique, c'est que moi en fait à la base le foot je comprends rien et je m'en fous. Juste quand j'étais gamin, en fait quand je jouais à un jeu je suis bon et tu vois j'ai tous les jeux auxquels j'ai joué j'ai toujours été très bon et là je me suis dit tiens il y a un jeu auquel pour une fois bah je passe du temps et juste bah je peux gagner du vrai oseille quoi tu vois. Enfin du vrai oseille si le TH n'est pas de l'oseille donc je gagne des tokens, c'est pas du token mais je gagne des crypto-monnaies donc tu peux gagner un truc et donc je me suis investi et en fait bah moi ma strat elle était plus c'est le sujet de ma prochaine vidéo, c'est que Sorare en fait c'est pas un jeu de foot et le foot même plus je progresse, plus je discute etc et plus je me rends compte qu'en fait c'est un désavantage parce que ça te met un biais cognitif qui te fait faire les mauvais choix. Et moi j'ai juste joué de manière très pragmatique, à savoir acheter le point le moins cher possible, tu vois, avoir le point le moins cher possible et donc j'ai acheté des cartes d'Asie sur un marché auquel les gens s'en foutaient. Bon aujourd'hui maintenant les gens s'intéressent à l'Asie mais avant tout le monde s'en branlait de l'Asie. Les cartes coûtaient moins cher respectivement par rapport à l'Europe ou d'autres zones plus connues et voilà c'était essayer de gagner des champions, des All-Stars avec des cartes qui coûtent pas cher. Et donc grosso modo dans Sorare il y a 3 manières de jouer. Soit tu joues comme un pauvre, tu vois, t'essaies de prendre des paris, des T1 à chaque poste et t'essaies de faire en sorte que ça s'aligne. Soit tu joues comme un riche, c'est-à-dire tu te prends 5 T0 et tu les backup avec des T1, tu vois, et tu joues, soit tu joues tes GOAT, soit tu places ta T1, c'est-à-dire la T1 qui va avoir un meilleur match-up. Parfois vaut mieux une T1 avec un bon match-up qu'une T0 qui aura un mauvais match-up. Donc là c'est t'as du backup. Ou soit tu joues comme un très riche, c'est-à-dire t'as 5 T0 plus t'as une T0 en backup à chaque poste. Et statistiquement le mec qui joue en mode très riche va battre celui qui joue en mode riche et celui qui joue en mode riche va battre celui qui joue en mode j'attends un alignement désastre. Et logique. Au début, voilà, logique. Et donc au début, moi j'ai commencé avec des 5 T0 et puis du backup. Mon backup, je le mettais en global, par exemple. Ou bien je mettais ma top team en global et mon backup en Asie, qui fait que je jouais 2 compètes, tu vois. Et puis progressivement, j'ai grimpé, j'ai pu me prendre, tu vois, jouer en mode très riche, c'est-à-dire des T0 doublés partout. Et puis progressivement, je suis allé sur les SR parce qu'ils avaient une meilleure, enfin les diff pro, parce qu'ils avaient une meilleure rentabilité en prenant quelques SR un peu cher. Et grosso modo, j'ai grossi. Et en septembre, j'ai commencé octobre, à vouloir faire une Europe, mais je me suis tâté, j'ai trop réfléchi, j'avais tort. Et après je l'ai fait plutôt en novembre décembre donc après je suis allé sur Europe, champion Europe. Et si tu veux je vais pas sur les divisions qui sont trop instables, trop dangereuses comme les U23 où il y a trop de variations, trop de risques, les challengers où il y a trop de compétitivité et à chaque fois qu'il y a des nouvelles clubs qui rentrent ils se retrouvent en challenger. Donc je suis resté sur Asie, des top cartes Asie que je mets en global et la championne Europe parce qu'en fait la championne Europe il y a quelques GOAT, tu vois, tu prends Messi, Neymar, Kimmich et après t'essaies de trouver défenseur goal qui va bien mais tu laisses ces 3 là devant et puis tu vois le jeu il se passe juste sur les défenseurs tu vois et en plus c'est là où les cartes coûtent le plus cher donc en fait je me concentre dans ces divisions où le risque était le moindre et c'est comme ça que progressivement bah j'ai grossi je me suis étalé mais toujours en dodgeant les compétitions qui U23 qui sont pour moi trop techniques, trop risquées et challenger qui sont trop compétitives et bien sûr en n'allant pas dans les limited parce que limited pour moi c'est un Ponzi quoi. En tout cas il y a pas de renta là-dedans et c'est trop dangereux. Et pourtant t'en as encore beaucoup des limited. J'en ai beaucoup parce qu'en fait si tu veux, il y a un moment donné, tu vois, genre en septembre, ce qui s'est passé quand ils ont sorti Limited, moi je pouvais pas avoir les Kimmich, les machins et tout ça, et puis ça me frustrait. Donc je me suis dit, écoute, je vais me payer tout. J'ai pris le tableau des meilleurs joueurs, j'ai acheté tous les meilleurs joueurs en Limited, et je me suis dit, bon bah voilà, je les ai, et comme ça je peux les jouer en Limited et je suis pas frustré, tu vois, je les ai. Tu vois, je voulais un Tadic, mais c'était trop cher, je voulais un Kimmich, c'était trop cher, mais je voulais un Messi, mais c'était trop cher. Bah, je les prenais en Limited, mais en fait, j'ai laissé tourner, tu vois, j'ai pas du tout joué la Limited, je laissais tourner, et comme je vends pas vraiment, tu sais, les rewards qui valent rien, je les vends pas, moi je m'en fous un peu. C'est pour ça que ça c'est voilà au fil du temps ça s'est amoncelé. Ouais, je vois que t'as toujours ces cartes là. Par contre maintenant tu as ouais en rare tu as Kimmich, t'as 2 Messi carrément. Ouais, j'en ai repris un là, t'as vu. Les prix se sont cassés la gueule, j'en ai repris un.
Ouais, hier j'en ai pris un à 3,9, enfin, un trade plus à 3,9, je me suis dit, putain, un Messi à 3,9, c'est une dinguerie, c'est le meilleur joueur du jeu. Ouais. Et bah écoute, ta stratégie, pardon, elle est surtout payante, hein, parce que c'est vrai que acheter des cartes qui coûtent pas trop cher, mais des GOAT asiatiques que tu mets en All-Star pour gagner éventuellement des joueurs champions, c'est une super strat. Et la U23, tu dis c'est un peu trop technique. Qu'est-ce que tu trouves de trop technique au niveau des U23? C'est trop technique parce que le prix d'une carte, il est difficile à définir parce que par exemple le mec qui est sur sa 24e année, il va perdre son U23, c'est difficile de vendre au bon moment. C'est difficile parce que les mecs là, tu vois bien Gakpo, on sait pas s'il va être transféré, il va plus rien valoir. Donc ils sont souvent en challenger et ils peuvent passer en Europe et devenir nuls. Ils peuvent avoir 23, passer 24, c'est difficile. Là, tu vois Mbappé, c'est difficile de fixer son prix, il a plus que 6 mois de U23. Tu vois en fait, ça fait plein de complications. En plus après, faut aller choper l'information, ça fait plein de complications qui font que c'est instable et risqué. Après moi j'ai un temps limité, donc c'est un calcul risque, temps, ROI. Et pour moi, il m'intéresse pas ce calcul risque investi, temps investi, ROI. Non. Et en plus, il faut les cheat codes. Si tu veux jouer, moi en fait, comme je te dis, pour moi, il faut jouer il y a 3 manières de jouer, donc riche, pauvre, riche, très riche. Et si tu veux, pour moi, il vaut mieux faire les choses bien ou pas les faire. Tu vois, c'est mon adage. À savoir que si tu veux jouer la U23, pour moi, elle se joue pas sans Mbappé. C'est comme jouer la Champions sans Kimmich. C'est compliqué. Tu vois, si tu mets pas Kimmich et Messi dans tes équipes, t'as pas les action replay. Tu joues contre des mecs qui ont les action replay, donc tu prends les miettes. C'est pas juste statistiquement, c'est pas intéressant. Donc pareil pour la U23, si tu as pas Mbappé ou Haaland, c'est tout. Les mecs, bon, maintenant il y a Gakpo qui casse un peu le jeu, qui te donne une opportunité. Mais si tu veux, si tu fais pas Haaland Mbappé ou Mbappé Gakpo en attaque, juste bah t'es un outsider. Tu vois. Ouais. Après, je te dis ça, cette année, j'ai joué 2 U23 pro. Les 2 fois, j'ai fait une T0. Tu vois, j'en ai fait que 2, hein. Et les 2. Donc, voilà. Mais c'était des alignements d'astres, je pense, incroyables. C'était en rare? En rare. Non, en pro même. Franchement, j'ai fait une dinguerie. Ouais. J'ai en pro. Tu te rappelles de ton équipe? Ouais. Je me rappelle très bien. C'était 2, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'était une reward que j'avais eu T1, C'était des gros noms ou pas dans ton Non, c'était que des underdogs, que des mecs, Après, le truc, c'est que, si tu veux savoir, c'est pas un jeu de foot, mais il y a un truc que j'ai fait pendant 1 an et demi, c'est essayer de bien comprendre comment fonctionne le scoring Sorare. Et donc, là où j'essaie de beaucoup travailler, c'est bien comprendre comment marchent les notes et en fait jouer à Sorare Data, c'est-à-dire saigner le scoring pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est intéressant et les joueurs qui sont sous les radars, quoi, tu vois. Donc c'était des joueurs qui sont sous les radars que j'avais. Il y avait un défenseur, bah tu sais, Kobayashi, je connais pas trop l'Asie, mais il y avait défenseur de Vissel Kobe. Ouais, le mec à côté de Kikuchi, tu vois, il a 21 ans, celui qui est allé au Celtic. Bon, bah lui, je l'avais scouté en janvier en me disant si Kikuchi il part, il peut faire des bons scores, plus il a une matrix qui est pas trop mauvaise, non. Bon, bah tu vois, genre 9 mois après, je l'aligne. Et il me fait gagner, mais bon, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le jouer. Moi, je pense que il faut la jouer en mode bourrin, c'est-à-dire non mais si tu vois, c'est Mbappé. Si on a les moyens. Ouais, si tu veux, mais si tu veux jouer proprement, en fait, le très riche battra toujours le riche battra toujours le pauvre. Et en fait, c'est l'analogie du vrai monde. Plus t'es riche, plus tu t'enrichis, et plus tu tentes des coups foireux, plus tes coups foireux ils chient, plus ils chient, plus tu t'appauvris, donc tu tentes des coups encore plus foireux et tu tombes dans une spirale, tu vois. Ouais. Et puis tu vas arrêter de jouer. Et tu vas arrêter de jouer et tu commences à plaindre sur Twitter. Voilà. on en voit beaucoup ces derniers. Twitter, c'est les toilettes, tu vois, c'est les toilettes de Sorare, c'est Twitter. T'as d'un côté les mecs avec les arcs-en-ciel, oui, le projet, l'aventure du projet. Oh, merci. Ouais, to the moon. Et t'as les autres côtés, tu vois, qui déversent leur somme. Putain, j'ai perdu mes économies, mon PEA, ma fille va pas partir en vacances cet été. Ils passent du temps, hein, mais ils sont toujours dans le jeu. C'est ça qui est fou. Tu vois. Bah, en vrai, tu sais, à un moment, c'est bon, tu dis, c'est bon, voilà, c'est mon message d'adieu, je claque la porte. Là, non. Mais non seulement ils sont toujours actifs sur Twitter. Bon, tu dis après, bon, ils veulent démonter le projet. Mais non, ils sont aussi actifs sur Sorare. Et là, tu comprends pas trop. Là, ouais, mais ça s'appelle le somme. Enfin, tu sais, j'essaie de me dire, moi, en juillet, si j'avais pas Recave, tu vois, en me disant, vas-y, c'est bon, cette fois, to the moon, tu vois.
si ça s'était arrêté là, bon, tu sais, je l'aurais mauvaise. Déjà que je l'avais eu mauvaise en 2017 avec le TH en ayant fait de la merde, tu vois, tu te dis, t'es vraiment un loser. Déjà en 2017, tu fais de la merde, là, tu refais de la merde. Bon, là, tu vois, genre, tant que les cartes, elles sont pas vendues, je te dis, pour moi, tout ça, c'est virtuel, C'est virtuel. Ouais, aujourd'hui, ça vaut 2 ETH, demain, ça en vaut 0,02. Vraiment, tu le vois avec Axie, tu le vois avec plein de projets pseudo pay to earn, ça peut rien valoir. Ouais. Bah justement, tes objectifs là, actuels et futurs, compte tenu de la situation actuelle. Donc tu as parlé du tweet ce matin qui a été retweeté pas mal de fois avec Neymar qui se stabilisait autour de 5.7 Ether, 7 Ether, voilà, claque 3 Ether. Ouais. Voilà, il y a pas mal de remous. C'est vrai que les derniers podcasts, je reviens chaque fois là-dessus. Pourtant, j'enregistre que toutes les 2 semaines et puis chaque fois qu'il y a un nouveau podcast, le marché est de plus en plus bas. Donc on se dit ouais, la trend elle est quand même assez claire. Compte tenu de ça et de ce que tu as vécu en 2017 comme tu dis, voilà, comment est-ce que tu entrevois maintenant toi le jeu Sorare pour le futur, que ça soit proche, moyen terme, long terme. Proche, moyen terme, long terme. Bah là, en même temps, on est dans une petite période de creux parce qu'il y a pas trop de compétition. Donc, en fait, si tu veux, moi, je suis assez bullish. Je reste bullish pour plusieurs raisons. Pour la première, parce que tu vois que Julia, il a des connexions. Tu vois, genre le mec, il sait faire signer des gens. Déjà, je l'avais vu sur le live de Sorare Data. Le mec, tu sens qu'il a des good vibes. Tu vois, il est là, il a une bonne énergie et tu comprends que des VC ont voulu investir sur lui parce que le gars, il a des good vibes, une bonne énergie. Moi-même, tu sais, à la fin t'es là, tu dis ouais, vas-y, go mec, go tout casser, tu vois, réalise ton rêve. Et puis tu sais, il te parle de son rêve, il a les yeux qui brillent, enfin je sais pas, le mec il good vibes, je trouve. Et il arrive à signer des Messi, des Neymar. Bon, après c'est facile des Mbappé, c'est facile de filer des parts de ta boîte et des millions, tu vois. Il signe des gros noms, mais ce qui compte c'est combien ça leur a coûté, tu vois. Mais en tout cas, il s'est signé, tu vois qu'il a le bras long pour signer des gens, il a le bras long pour appeler le président de la République et lui dire ouais, dis à tes sous-fifs qui me laissent tranquille et dis-leur que c'est pas un jeu d'argent et il s'exécute, tu vois. Il semblerait que ce soit pas un jeu d'argent, donc le gars il a le bras long, ça c'est bon signe. C'est pas un jeu d'argent, c'est bon signe. Il semble répéter qu'il va pas toucher au palier et qu'il est pas fou et qu'il va pas nous faire une Wizard of the Coast là qui est en train de bon bref, je suis pas rentré dedans, mais il semble qu'il ait l'intelligence de comprendre qu'il faut pas encore toucher au palier avant un moment pour stabiliser son économie, tu vois. Donc moi tant qu'il touche pas au palier, moi je suis bullish. Quoi d'autre? Bah ouais, si jamais il touche au palier, je change mon nom, je change le nom de mon club en tout à 10 balles ou je remballe, tu vois. Je suis en mode je brade. Ou bien je vais voir Pavel Trader en premier, je lui fais écoute Pavel, vas-y, 140%, 150%, vas-y, prends tout. Prends tout, ouais. Parce qu'il en était question quand même, hein. Il en était question plusieurs fois. Là, il le garde parce qu'il pense que, je pense que ils ont conscience que c'est vraiment hyper important pour l'écosystème foot. Quand tu vois les nouveaux sports, voilà, il y en a plus. Et même pour le podium, t'as plus d'éther à gagner. Donc que ça soit en MLB ou en NBA, il faut que l'offre, que la demande dépasse l'offre, ou bien que c'est une stabilisation de ce côté-là pour que les prix se maintiennent, évidemment, parce qu'il y a rien à grinder comme c'est le cas au foot, quoi. Ouais, non, mais après voilà, ils testent, hein. Enfin, sur la MLB, NBA, ce que je comprends légalement, ils ont pas le droit de foutre de l'oseille, parce que je sais pas, ils vont être en mode jeu d'argent. C'est pour ça que pour moi c'est un Ponzi, ça vaut, enfin des cartes qui te font gagner des cartes, ils font gagner des cartes. S'il y a pas d'oseille au bout, comme je te disais, la différence entre pour moi Sorare et les autres jeux crypto Ponzi, c'est qu'à un moment donné, on te récompense pas en token qui n'a pas de valeur, on te récompense pas en poudre de perlimpinpin, on te récompense, on te dit voilà, en ETH l'équivalent de 50 balles. Donc à un moment donné, il y a un truc qui c'est pas combien ça vaut un je connais rien au basket, mais combien ça vaut un LeBron James? Oh bah je sais pas. Ah tiens, il est pas cher le LeBron James. Ouais, mais par rapport à quoi? Toi t'as pas c'est que de la poudre de perlimpinpin, c'est je sens, il me semble que. Alors que là les cartes, pourquoi moi je suis bullish, c'est que en tout cas tant qu'ils touchent pas au palier et qu'en plus ils sont pas jeux d'argent et qu'en plus voilà, ils font de la moi je kiffe ce qu'ils ont fait pour la Coupe du Monde, je trouve que c'est super bien. J'allais faire à chaque fois que je vais faire une vidéo, en fait, ils sortent une feature qui va dans le sens de la vidéo que j'allais faire et puis je me dis bon bah plus la peine de la faire. Mais tu vois, genre là ils te récompensent avec des NFT. En tout cas, l'aspect NFT, ils l'utilisent plus que sur les cartes, ils l'utilisent sur les récompenses. Vas-y, c'est une super idée. J'allais en faire une vidéo mais ils l'ont
fait et je trouve ça génial. En plus les cartes elles sont trop belles, ça va donner... Non, je trouve que vraiment là il y a plein de raisons d'être bullish, ils font plein de trucs. Avant ils faisaient de la merde avec leurs récompenses. Enfin tu sais le 13e il gagnait plus que le 3e et le 3e il gagnait moins que le 26e. Enfin c'était n'importe quoi, ça dénaturait même le concept de jeu, tu vois. Tu rentres au casino, tu fais un tournoi de poker, on te dit ah bah t'as fait 3e, bah en fait non, tu vas gagner le prize pool du 16e. D'accord. Par contre le 16e il va prendre le prize pool du 3e. Tu penses à ton Devi Roof gagné en c'était quoi en T0 5e ouais, je sais pas. Ouais, je pense que ça fait 2 ans que les rewards elles étaient distribuées n'importe comment, tu vois, et que tu te dis merde quoi, vous mettez 2 ans avant de fixer ça. Mais là, tu vois, à chaque fois maintenant, il semble tout fixe. Le seul truc qui me fait peut-être un peu peur, mais ça c'est de la poudre de perlimpinpin, je sais pas. C'est que pour moi, il y a différents business models. Donc il y a le business model du jeu d'argent avec voilà le Therum les paliers qui stabilisent tout ça. On est là dans une compétition pour gagner de l'argent ou des cartes qui font gagner de l'argent, ok. T'as l'aspect collection, donc vers lequel voilà ils essaient d'aller en créant des collections en mode Panini, etc. Et t'as l'aspect FIFA. Pour moi, c'est explorer, voir dans quelle mesure, je connais pas légalement dans quelle mesure ils ont le droit de faire ça ou pas le droit de faire ça, mais c'est ce que j'expliquais dans une de mes dernières vidéos, c'est-à-dire que tu vois quand je jouais à PES quand j'étais gamin, je pouvais pas jouer avec les vrais noms des joueurs des Pays-Bas, tu vois. Et si j'avais le NFT par exemple de Gakpo, est-ce que je pourrais me connecter à mon FIFA ou à mon jeu de foot et avoir le vrai nom de Gakpo parce que j'ai le NFT Sorare, tu vois. Ça c'est une piste qui est à explorer, c'est-à-dire c'est prendre le taf de la FIFA. Tu vois, savoir que la FIFA c'est une sorte de mafia qui raquette tout le monde si tu veux utiliser les droits des joueurs, etc. Non mais c'est un peu le principe, tu vois. Là dernièrement, tu te rappelles l'année dernière, c'est par exemple ils voulaient éditer un Mbappé. Mais ils avaient pas les droits de Paris. Bah avec l'équipe de France, ils avaient pu faire des Mbappé par exemple. Enfin c'était pas Mbappé mais il y avait qui De Bruyne, tu vois. Ils avaient pas Manchester City. Mais avec l'équipe de la Belgique, ils avaient pu éditer des De Bruyne Belgique. Et donc en fait, ils ont pu dire fuck à Manchester City en disant ouais, mais on a quand même De Bruyne mais avec le maillot de la Belgique. Donc on file notre oseille à la Belgique plutôt que vous le donner à vous et on a quand même De Bruyne. Tu comprends ? C'est bien ça. Ouais. Et en fait, tu te dis, ils peuvent peut-être s'immiscer dans ce business-là de vente de droits d'auteur, tu vois. Bah nous et de pouvoir jouer sur un tableau ou sur l'autre. Tu comprends ? Comme ils ont fait avec d'accord, Manchester City voulait pas nous vendre les droits pour De Bruyne. Bah OK, bah pas de souci, on achète les droits de la Belgique pour avoir De Bruyne avec le maillot belge et va te faire foutre, tu vois. Et peut-être qu'ils peuvent jouer là-dessus et te comme là, dire que demain avec la Coupe du Monde avec quand même une grosse quantité de nations quand même. Exactement. Et après par la suite de dire bah tu vois si tu as vu là, il y a eu un truc où FIFA t'as eSport qui voulait plus payer la mafia FIFA pour avoir les droits des noms, tu vois. Ben si ça se trouve demain, tu vois, t'as les mecs de eSport, ils disent bah on va pouvoir se connecter avec vous allez pouvoir vous connecter au jeu avec Sorare par exemple. Et si vous avez la carte de Bruyne Belgique, ben dans notre jeu vous aurez le droit d'avoir le vrai nom de Bruyne Belgique, même si on n'a pas payé la FIFA. Tu comprends ? C'est possible. Ouais, et tu te dis c'est peut-être une manière de hacker, tu vois, avec le jeu d'argent, ils essaient de hacker peut-être les jeux d'argent, les jeux de paris. Il y a plein de gens qui disent bah avant je claquais 100 balles par mois en paris, bah là avec Sorare je mets 100 balles une fois et je peux jouer toute l'année. Que je gagne ou que je perde, je m'en fous. Au moins je peux parier, tu vois. D'une certaine manière. Demain, tu peux peut-être te dire que ils vont hacker le système des droits à l'image, tu vois. Et il y a l'autre aspect, c'est peut-être l'aspect Panini. Ça, à voir dans quelle mesure. Il y a plein de choses à imaginer avec Panini. T'as plein de gens, ils disent ouais, les NFT ça vaut rien, c'est du papier. Mais peut-être que si tu détiens par exemple le NFT pendant un an, c'est même pas du papier. Ouais, c'est des pixels, Ouais, c'est du pixel. Non mais il y en a ils te disent ouais l'aspect collection il va pas prendre parce que dans les vraies collections t'as un objet. Mais par exemple t'as peut-être Sorare qui peut te dire demain bah si tu détiens ta carte de Bruyne pendant un an, tu vois, si tu l'as sur ton compte pendant un an, bah on t'envoie une carte officielle Sorare qui dit c'est un écusson limité de tu possèdes la vraie carte physique et dans ce cas tu vois tu fais la connexion virtuelle physique, tu vois, ça peut être une idée. Ouais, moi en fait, il y a plein de... c'est un très bon point que tu amènes. Moi quand j'ai commencé au tout début jouer à Sorare, mais comme j'ai quand même un passé de collectionneur de cartes NBA physiques, je me suis dit mais pourquoi ils font pas le lien? Et aujourd'hui, ça fait quasiment 2 ans que je suis sur le jeu, je me pose toujours la même question, pourquoi ils trouvent pas un système pour éditer des cartes physiques qui permettent justement de, comme tu dis, de connecter le virtuel au réel. Ouais,
En tout cas, tu sens qu'ils ont 3 business models et que il y a du potentiel dans les 3. Le seul truc qui me fait peur, c'est, tu vois, qu'ils se perdent. Tu vois, genre, à un moment donné, à chasser 3 lièvres, tu peux te perdre. Et en fait, si t'es pas aligné, tu peux te perdre aussi. Tu vois, à un moment donné, pour moi, c'est un jeu, il y a de l'argent, c'est un jeu d'argent, tu vois. Faut l'assumer. Si tu veux faire le Panini, bah voilà, il le développe, c'est bien, tu vois. Si tu veux hacker les droits à l'image, bah, tu sais, en fait, faut dire les choses, tu vois. Faut annoncer. Et j'ai peur que, voilà, à pas choisir, tu te perdes un peu. Il y a qu'à voir un petit peu la pub, là, tu vois, la pub qu'ils ont fait. Bah, tu sais pas, tu vois, c'est, à un moment, je pense qu'il faut être aligné, dire ce que tu penses, faire les choses clairement et pas tourner autour du pot. Et après, l'autre chose qui peut être... pas, à mon avis, pour des raisons, bah, t'en as parlé tout à l'heure avec le coup de fil de votre chef d'État à l'Argel. Ouais. Bah ouais, c'est parce que clairement ça changerait. Ouais, mais ça marche jamais sur le long terme, ça. Tu peux pas tortiller du cul sur 5 ans, 10 ans et tu vois, à un moment donné, faut enfin, c'est vrai dans la vie, c'est vrai pour tout. Faut pas tortiller du cul. Tu vois, si tu fais un truc, tu fais une chose bien et tu l'annonces. Tu peux pas être en soum une boîte qui vise de faire du gros et tu vois, tu peux pas faire ça sur du long terme. Sur le long terme. Je reviens tout à l'heure par rapport à ton optimisme. Ouais, j'avais dit en introduction que t'as pas la langue dans ta poche, donc je vais te poser des questions et tu me réponds comme ton habitude. Tu étais bullish. Est-ce que t'es bullish par rapport à ta galerie? Est-ce que t'es bullish par rapport à l'onboarding? Ou t'es bullish sur les deux? Tu crois qu'il y aura un ruissellement qui va se faire de l'onboarding finalement de la grande masse de nouveaux managers, mais qui n'ont pas un profil à mettre des dizaines de milliers d'euros. Donc est-ce que ça serait t'es bullish sur un ruissellement à l'envers, pour reprendre Macron, ou bien non, t'es vraiment bullish par rapport à Sora, par rapport à l'onboarding, mais moins par rapport à ta galerie? C'est-à-dire par rapport à ma galerie? Bah, la valeur actuelle, est-ce que tu la vois augmenter dans le futur? Telle qu'elle est, hein. Je parle pas en glanant des nouveaux trucs. Là, la valeur de tes cartes aujourd'hui, est-ce que tu crois que d'ici 3 mois, 6 mois, en gardant... Moi, je pense que d'ici 3 mois, elle va monter parce que j'ai beaucoup d'Asie. En fait, comme c'est cyclique, tu vois. Mes Asie, ils vont monter. Pendant ce temps, mes Europes, ils vont un peu baisser. Pour moi, en fait, comme je t'ai dit, c'est indexé sur, pour moi, c'est indexé sur l'euro. Tant qu'ils touchent pas au palier, pour moi, les prix, elles sont sous-pricées. Elles sont toutes sous-pricées. Après, ça dépend de ton rapport au risque. En fait, Sora, ce que te propose avec moi, je parle pas des limited, hein. Les limited, pour moi, ça vaut rien. Je l'ai toujours dit. C'est juste un ticket, pour la loterie. D'entrée. Et c'était voilà. C'était ça le but de Sora aussi, c'est avoir une rareté qui puisse onboarder un maximum de personnes. Ouais, voilà. Pour moi, et maintenant, finalement, ça retrouve un peu c'était du pump basé sur de sa création. Voilà, c'était du pump basé sur rien parce qu'il y a pas de, c'est indexé sur ce que c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo où j'ai essayé de vulgariser le truc, l'économie des limited, c'est-à-dire c'est indexé sur l'ETH qui est distribué pour les 3 premières places. Mais comme il y a toujours plus de cartes, bah c'est toujours plus dur de choper ces 2 ETH là enfin même pas cette ETH qui est distribuée pour les 3 premières places. Et donc ça devient un ticket de loto qui donne une chance sur 1 million de gagner 2 ETH chaque 3 jours. Et donc il y a toujours plus de tickets de loto, donc ta carte elle vaut toujours moins. C'est logique, tu vois. Maintenant la mécanique sur le rare elle est différente parce qu'il y a les paliers. Soit ça te donne des paliers, soit ça te donne un ticket pour des paliers que tu peux revendre à un autre mec qui veut jouer. Donc tant que t'as ce palier là qui existe, je suis bullish de ouf parce que si tu veux, dans les grandes lignes, là si demain je fais une team palier division 2, tu vois, je faisais des stacks, full stack parce que bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu fais un full stack division 2, ça va te coûter un ETH, la team elle est propre, tu te prends pas la tête, hein, tu prends un full stack gold, défenseur, milieu, attaquant du même club, tu les alignes sans réfléchir, t'aimes même pas le foot, rien, et en 23 game week, t'auras récupéré l'oseille que t'as mis. Tu mets 1000 balles, tu mets 1005, t'auras récupéré 1005. Dans 6 mois, c'est d'ici juin. Et donc ce ROI de x2 en 6 mois, en 3, enfin même pas 5 mois, il y a rien dans l'économie réelle qui te l'offre. Donc c'est un ROI de déglingo. Et c'est un ROI mais qui contient un risque, c'est Sorare dit on annule les paliers. Mais s'ils te disent, si t'es à peu près sûr que Sorare annule pas les paliers avant 1 an, bah c'est un ROI de déglingo que tu trouveras jamais. Rien ne t'offre un x2 dans le monde réel en 5 mois. Et donc c'est pour ça même si tu vois demain ils disent on divise le prix des paliers par 2, d'accord? C'est-à-dire tu vas pas ROI en 5 mois mais en 10 ou en 12, ça reste quand même un ROI de déglingo. Et même s'ils te disent on divise le prix des paliers par 4 ou par 5, ça veut dire que tu vas faire x2 en 2 ans, ça reste un ROI de déglingo. Et donc c'est en ça que pour moi toutes les cartes sont, si tu me dis voilà, si tu vois j'ai une DeLorean, je vais dans le Turfu et je vois que dans le Turfu les paliers ont pas bougé dans 5
5 ans. Si tu me dis les paliers bougent pas pendant 5 ans, c'est que pour moi toutes les cartes elles sont sous-pricées de déglingo. Les rares. En tout cas les Gaules. Mais ça tu parles à partir par rapport au ROI, par rapport au palier 1, palier 2. Et ça je te suis parfaitement. Demain quelqu'un il n'y connaît rien, il pose comme tu dis 1000 euros pour avoir un stack mais il a posé 1000 euros, tu vois. Mais celui qui va poser maintenant 50 ou qui a une galerie valorisée à 100K, est-ce que tu vois, pour poser une question directe, je vais regarder un peu les joueurs que tu as. Je sais que dans tes vidéos, t'aimes bien parler de ton étalon prix Sorare, c'est le GOAT Kimmich. Si demain Kimmich vaut, vaut 5000 euros, un peu comme Neymar là, qui est quasiment divisé par 2, comment est-ce que tu réagirais? Est-ce que tu serais toujours aussi confiant? Et deuxième question, tant que le est-ce palier que tu est au même prix, revois un Kimmich valoir 15 000 euros comme il le valait il y a quelques mois, il y a pas très longtemps, mais il y a 3 mois. En fait, j'ai répondu à ta question, c'est-à-dire que hier j'ai pris un Messi à 4. Ouais. Pourquoi? Parce que moi j'ai déjà un Messi. La question est de savoir, toi t'as un Messi sûrement, t'as un Kimmich, t'as un Messi, t'as toutes ces conneries. Non, j'ai pas Messi, mais j'ai Neymar, j'ai Mbappé. Voilà. Moi mon Neymar j'en ai acheté en avril un Messi, d'accord? Justement, juste après un coup de coude justement. Tu vois, il y a eu un coup de coude. Je me dis il y a un coup de coude. J'ai pris un Messi et il m'a coûté 2 ETH, comme ça, 2,5. Là si tu regardes, ça y est, il est héroïque. En quoi? Ouais. En 6 mois, il est héroïque. Donc tu vois, c'est juste mon Kimmich, je l'ai pris quand il était blessé l'année dernière. Il avait pris un énorme coup de coude. C'est à ce moment-là que j'ai pris un Kimmich. Je crois qu'il m'avait coûté 3 ETH. Ça y est, il m'a rapporté 3 ETH en un an. Donc si tu veux, si tu me dis que les paliers ils bougent pas pendant un an, en fait si tu veux juste, c'est des cartes qui sont trop fortes et qui se héroïent trop vite. Si elles sont basses, si le prix est bas et qu'on touche pas au palier, vas-y, c'est un roulet jeunesse. Moi si tu me dis que les paliers ils bougent pas, vas-y, je remets une volée de tout, tu vois. Il y a pas de problème. Je prends des Kimmich à 500 balles, balance, tu vois. Ok, donc c'est bien. Tu comprends, c'est le cœur du truc. Ouais, c'est bien, c'est que t'as le contenu de tes vidéos et tout, et puis alors t'as le discours là, quand même plus qu'un investisseur, parce que c'est vrai, quand t'es propriétaire d'une galerie virtuelle comme ça, tu réfléchis. Là tout à l'heure, je suivais le Twitch de Job justement, en préparant le podcast, notre émission là maintenant, et lui il est mitigé pour le moment. Il retire, il se dit ok, les prix baissent, mais il est vraiment pas dans l'optique. Moi je vais continuer à renflouer ma galerie avec des très belles cartes. Donc parmi les gros managers, t'as quand même des managers aussi là maintenant qui oui, mais parce que lui, mais même moi, en vrai, si tu veux, moi j'ai ma strat qui est global pro, Asia pro, champion, tu vois. Et si tu veux, vas-y, j'ai une challenger, mais je m'en fous. Et une America, je la joue pas. La U23, je la joue pas. Et en fait, ça y est, je suis capé. En fait, quand t'as 50 ETH dans le jeu, les ETH au-dessus, ils te rapportent rien. Tu vois, c'est pour ça lui aussi il a une galerie à 200-300 ETH. En fait, en termes de ROI, c'est pas opti. Voilà, c'est pas opti en fait. C'est pour ça, même moi, j'ai pas d'intérêt. Moi, avec le supplément, il y a beaucoup, c'est de l'achat-revente de cycle, voilà. Mais au-dessus des 50 ETH, c'est de l'achat-revente de cycle parce que c'est pas opti. Enfin, selon ma stratégie, chacun après une stratégie. Bien sûr. Mais lui, il joue un peu plus comme un passionné, etc. Enfin, chacun joue à sa manière, tu vois. Ouais. Mais moi, selon ma stratégie qui est essayer d'optimiser le ROI, tu vois, je pourrais bazarder 50 ETH, ça changerait pas ma compétitivité. Donc l'objectif, ton objectif futur, t'es là pour le long terme ou bien t'es là pour le long terme tant que les paliers sont là ou bien tu te dis je suis là tant que les paliers sont là. C'est très clair, je suis là tant que les paliers sont là. Et si jamais il y a une taxe sur le marché secondaire, t'es toujours là? Ouais, c'est normal qu'ils prennent leur oseille, enfin je veux dire aucun problème. Je te suis aussi là-dessus. Surtout s'il y a la possibilité maintenant de faire des contrats, enfin bref, d'avoir un peu plus d'interaction. Ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils touchent pas au palier. Et après, bien sûr, ils vont avoir une problématique, ça va être de transitionner du jeu d'argent palier, parce que leur mécanique de palier, elle peut pas durer ad vitam aeternam. En tout cas, elle est un peu ponziesque, il leur faut toujours des nouveaux gens et tout. Donc à un moment, il va falloir qu'ils transitent. Pour moi, à mon avis, peut-être que je dis de la merde, mais pour moi, ils ont hacké le truc avec les paliers. Ils ont trouvé un truc stylé avec les paliers. Ils ont trouvé un truc stylé avec redistribuer de l'ETH et pas faire des tokens. Ils se sont dit, voilà, on a une renta de ouf. On va montrer ça aux Américains. Grâce à la renta
renta de ouf parce qu'ils rentrent trop d'argent, je l'ai montré dans mes vidéos, ils rentrent 10 fois plus d'oseille qu'ils en sortent en reward. Après, il y a tous les frais de fonctionnement et tout, mais ils ont une renta de ouf. Ils ont dit, regardez les mecs, nous, on sait rentabiliser des NFT et vos droits à l'image, donc filez-nous la NBA et la machin. Ils ont signé, mais ils savent que leur truc est pas pérenne. Mais comme à mon avis, les mecs de la NBA ils y pigent rien aux mécaniques d'économie, comme la plupart des gens, ils pigent que dalle, tu vois, à l'économie d'un jeu. Ils se sont dit, bah, ah ouais, les mecs, ils savent faire de l'oseille avec des NFT. Donc, ils ont signé ça vite, en se disant, bon, bah, maintenant, on a réussi à signer, c'est génial. Maintenant, il va falloir qu'on transite parce qu'on sait que notre machin, il est pas viable sur 10 ans, tu vois. Et il va falloir qu'on passe d'un jeu d'argent qui est rentable à d'autres relais de croissance, c'est-à-dire le business de la collection, le business de vendre des droits à l'image, le business de, je sais pas, des side games, des machins, etc. Mais maintenant, le vrai taf, il commence pour eux, tu vois, de transitionner de jeux d'argent à d'autres business. Je vais te poser encore une dernière question là-dessus. Mais peut-être que je dis de la merde, hein, mais c'est mon intuition, tu vois. Ah ouais, bah écoute, il faut... Non, mais c'est bon, je comprends exactement ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tout à fait. Si on prend l'exemple de Kimmich, hein. On prend l'exemple de Kimmich, bon, il y a les cartes, c'est quoi? C'est maintenant la 3e saison des cartes Kimmich qui sort. Pour garder ce prix-là, actuel, on va parler de 7 Ethers, de 7-8K, enfin, tout dépend du cours de l'Ether, mais on va rester en Ether, disons 7 Ethers. Il faut quand même qu'il y ait un afflux de managers assez conséquent, qui soient prêts à poser cette somme-là. Alors moi, je te pose la question. Est-ce que tu crois que, j'ai ce débat-là en off avec pas mal de managers qui ont des belles galeries comme la tienne, est-ce que tu crois qu'il y a assez de personnes, de joueurs qui sont prêts à mettre quand même des sommes assez conséquentes, parce que c'est à partir du moment où tu achètes un Kimmich à 7 Ethers, tu dois quand même compléter ton équipe avec des autres gros joueurs. Donc est-ce que tu crois qu'il y a assez de joueurs aujourd'hui qui sont prêts à poser, on va dire, 50 Ethers pour construire une belle team et passer autant de temps sur Sorare à faire ses équipes? Parce que t'as les deux, hein. T'as le côté investissement et ce que tu disais au tout début est hyper pertinent dans le sens que, en tout cas pour le gameplay foot, plus t'as des très très de bonnes cartes, plus t'as de chance évidemment de gagner et tu gagneras d'office plus que quelqu'un qui a des T1 et des T2. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui assez de joueurs qui vont continuer à s'alimenter plutôt avec ces gros joueurs, mais à passer autant de temps? Parce que comme tu l'as dit, tous les invités le disent, tous ceux qui ont une belle galerie, même ceux qui ont une petite galerie, c'est déjà le cas, mais ceux qui ont une grosse galerie, qui regardent ça quand même comme une partie importante de leur investissement, ils passent des heures et des heures et des heures. Est-ce que tu crois que dans le monde, il y a assez de personnes avec ce profil-là? Ouais. Non, mais après, c'est pas le problème, en fait. C'est pour moi, en fait, il y a pas de problème. Le marché, il se régule. Je te dis, enfin, tout à l'heure, je t'ai dit, pour moi, les cartes, elles sont toutes sous-pricées. Enfin, les goals et les attaquants, ils sont sous-pricés. Les top joueurs, ils sont sous-pricés. Quand tu me disais, est-ce qu'un Kimmich, moi, j'ai un pote qui a de l'oseille, tu vois, et genre, il y a un mois, je lui disais, écoute, mec, franchement, tu te prends Kimmich, Messi, Neymar, tu fais comme moi. Kimmich, Messi, Neymar, et après, tu prends, Neuer et De Ligt, et je sais pas, tu vois, un autre combo qui déchire, c'est-à-dire, je sais pas, Van Dijk et Alisson, tu vois. Voilà ce que tu veux. Tu fais deux combos, et toutes les semaines, tu poses sans réfléchir. Et moi, je joue pas en connaisseur de foot, y a pas passé des heures. Ma championne Europe, c'est la même depuis tout le temps. Messi, Neymar, Kimmich, et après, je mets soit Neymar, soit je mets Neuer, Pavard, soit je mets le goal de Monaco et Disasi, ou soit je mets le goal de Dortmund et Soule. Voilà, tu vois, en fonction de comment je sens le line-up défensif. Voilà, exactement. Et c'est tout. Y a pas à réfléchir 100 ans. C'est un pay to win. C'est bourrin. Y a pas. Non mais genre tu tapes le classement. T'as Messi, il a un L40. Il met 5 points au numéro 2 et le numéro 2 il met 5 points au numéro 3 et c'est Neymar, Messi, Kimmich et après il y a le reste du monde. Donc si tu joues les statistiques et les probas, tu passes pas 100 ans, tu vois. Donc tu passes pas 100 ans. Maintenant pour moi, tant qu'il y a les paliers, comme je t'ai dit, il y a un ROI qui est bien donné, qui donne la valeur à toutes les cartes et qui après ruisselle sur toutes les autres cartes. Et donc à partir du moment où tu touches pas à ce ROI qui est incroyable, c'est sous-pricé, c'est tout. Et point barre. Après il y a plein de en fait si tu veux, il y a plein de choses à prendre en compte, tu vois. Et je te dis ça, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'après on peut dire oui mais le prix va, on réfléchit toutes choses égales par ailleurs. Et si j'essaie de simplifier au maximum, tu vois, pour expliquer pourquoi je suis bullish, voilà, c'est ça le structure core du truc, la base, c'est t'as une rente qui est un x2 en 6 mois, et t'as des cartes qui te permettent d'avoir ce x2 en 6 mois, et t'as des cartes qui te permettent d'avoir des cartes qui permettent
permettre ce x2 en 6 mois. Que partant de là, tant que tu touches pas au palier, c'est bon, c'est juste sous pricé. C'est vraiment la fondation à ne pas toucher. Sinon, le château de cartes s'écroule. On peut réfléchir à plein de trucs, tu vois. La supply elle double au début et puis après progressivement elle fera moins que doubler. On peut réfléchir au niveau d'édition de Sora. On peut réfléchir à plein de trucs. En fait, on peut se branler sur plein de choses, mais la base du truc c'est juste ça, tu vois. C'est j'aligne 5 cartes, me coûte 1000 balles et elle me rapporte 50 € tous les 3 jours ou tous les 7 jours. Voilà. Et après, j'aligne des cartes qui me permettent de gagner des cartes que je vais revendre à des mecs qui veulent aller chercher ce 50 €. Voilà. Une fois que t'as dit ça, faut pas se perdre dans les détails en fait, tu vois. Derrière Sora, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Bien noté. Tu vois ce que je veux dire? Non mais j'essaie de. Non mais c'est clair. Il y a juste moi j'ai un une petite bémol par rapport justement au temps à passer dessus, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le temps. Mais après, si t'achètes un gars qui a de l'argent à poser et qui achète 10 GOAT pour faire tourner, c'est pas un problème. Le problème c'est qu'il en achètera 10. Est-ce qu'il y aura encore beaucoup de managers qui vont construire des galeries avec plus de 100 cartes ou 200 cartes, des grosses cartes? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je sais pas, peut-être. Quel est ton avis là-dessus? Moi je te dis clique sur tes cartes, clique sur tes grosses cartes et dis-moi en combien de temps tu les as héroïs. Et la plupart du temps c'est 1 an. Donc à un moment donné tu dis à des mecs en fait les gens sont avides, les gens qui ont de l'oseille sont avides de chercher du rendement. Là t'as Sorare, t'as un jeu qui te propose un rendement hyper intéressant si t'as mis 500 balles à mettre, ou 2000 si tu veux si tu veux des mecs sur le banc, et qui te propose un rendement hyper intéressant si t'as 50K à mettre. Voilà. Et voilà, il y a plein de gens ils ont 50K, enfin il y a plein de gens ils ont 1 million. Bon ils cherchent à se diversifier, mettre 50K dans Sorare, ils aiment le foot, ils aiment suivre le truc, et puis en plus Sorare c'est du crack. On peut dire ce qu'on veut, tu vois bien les joueurs ils sont là, t'es là, tu joues et en fait c'est pour ça que c'est fort. Après je rentre pas dans les détails de pourquoi les mécanismes sont bien, c'est parce qu'il y a un mécanisme d'addiction qui est surpuissant. C'était là, t'as fait une petite tasie, puis tu dis j'ai envie d'aller améliorer mes cartes, tu vois, t'es là, t'as tes T0 et avec tes T1 tu dis ça serait bien si j'avais 8 T0, et puis ça serait bien si je commençais à aller attaquer la division d'à côté, et puis celle d'à côté, puis j'aimerais bien avoir une petite SR, et puis machin. Et en fait tu sors jamais de l'oseille du jeu alors que t'es en train de gagner, tu vois. Et donc ça c'est le côté psychologique. Pour revenir, pour justement attaquer, que tu creuses un peu plus le sujet concernant la psychologie. Toi, t'étais pas spécialement fan de foot, donc avant de rentrer dans Sora. Non, j'en ai vraiment. Quand j'étais gamin, je connaissais bien le foot. Si tu me parles du foot des années 90, je connais très bien. Je regardais la Champions League, je jouais à FIFA, je jouais à l'entraîneur, je jouais même à Roger Lemaire manager, 99. Donc j'ai toujours kiffé les jeux de management de foot. Mais après, si tu veux, il y a longtemps quoi. Ça remonte il y a longtemps. Et là, quand je m'y suis remis depuis 1 an, je connaissais personne. Moi, je connais personne. Après, j'ai beau essayer, je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup regardé, mais ça m'emmerde toujours. On va pas se mentir, je regarde, je m'emmerde, passe en retrait, qui repart. En fait, c'est comme un match de boxe, tu vois. Genre, toi, tu regardes un match de boxe, tu dis putain, 12 rounds, je m'emmerde, tu vois. Tu t'apprécies pas le mouvement de tête du gars, t'apprécies pas tous les temps morts qu'il y a, tu vois. Alors que moi, je les apprécie. Et toi, ce que t'aimes, c'est voir le highlight de Conor McGregor qui met le crochet gauche et après voir le gars qui a ses yeux qui partent vers le ciel parce qu'il se mange un KO. C'est ça que t'aimes voir, tu vois, mais t'as pas envie de voir les 12 rounds. Moi c'est un peu l'inverse, voir le match en entier, ça m'emmerde. Tu regardes pas de match? Si, de facto, avec Sorare, j'en regarde, mais de manière, en fait, moi je regarde le match, non, mais je regarde le match. Tu prends ton pied si tes joueurs performent, quoi. Non, même plus. On va pas se mentir, même plus. Au début à fond, mais maintenant je m'en fous vraiment. Par contre, ce que j'essaie, c'est que je mets la matrice Sorare sur le côté, sur le côté gauche, je regarde les notes et je regarde ce qu'ils font. Par exemple, moi j'ai encore du mal à différencier un tac d'une intercept. Tu sais, je me dis le gars a intercepté le ballon, c'est une intercept, tu vois. Non, dans Sorare c'est compté comme un tacle. Enfin, tu sais, c'est noté comme +3 d'un tacle. Et je regarde beaucoup ça pour essayer de comprendre. Puis même, tu sais, des fois, à la mi-temps, tu sais, t'as par exemple un mec qui va monter, il va faire 40 de AA, et puis d'un coup, il va en perdre 20. Mais toi, en suivant en live, tu vois que le mec est capable de faire 40 de AA en une mi-temps. Juste, il s'est chié par la suite. Tu vois ce que je veux te dire? En voyant même la physionomie live du match et en regardant ses notes évoluer sur Sorare. Et c'est ça qui m'intéresse, essayer de comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment Sorare score, comment Sorare note, et pourquoi le joueur il a des bonnes notes dans Sorare, et même quand il a une mauvaise note, parfois il avait potentiel d'avoir une bonne note, pourquoi il l'a pas eu, et peut-être il l'aura à l'avenir. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et après, accessoirement, comme j'ai regardé beaucoup de matchs asiatiques, tu vois, de temps en temps je suis allé comme j'ai Toni Kroos, je suis allé voir le Real Madrid, tu vois, tu comprends pourquoi Toni Kroos les gens le kiffent, parce que quand il fait une transversale, tu sais, il te fait des transversales en profondeur de 30 mètres, tu dis mais c'est magnifique, tu vois, genre tu dis wow. C'est vrai que c'est télécommandé, ouais, tu te dis le gars mais comme Modric. Ah non, c'est incroyable. Et
quand tu vois que les mecs en Asie ils font la même, mais ça part en touche, bon bah tu fais d'accord. L'allemand là, l'allemand il a un truc en plus. Ouais, une des raisons pour laquelle j'ai jamais accroché malheureusement. Et ok, bah c'est clair. Et donc la psychologie. Donc toi tu vois clairement. Donc finalement tu te bases essentiellement sur les statistiques sur Hard Data. Je réfléchis à ta remarque là. Hier il y avait le match de Kamavinga qui jouait arrière gauche contre la Tunisie. Là j'avais vu le résumé. Mais il avait fait une première mi-temps, mais aussi un article. Il expliquait. Je crois que c'était dans l'équipe. Il lui donnait la cote de 2,5 sur 10. Première mi-temps, apparemment, j'ai vu que les 10-15 dernières minutes, mais c'était absolument catastrophique. Mais pourtant, sur Sorare, il a, je crois, 98, 95, comme ça. Un truc comme ça. Donc, parfois, ça correspond pas trop à la réalité du terrain. Comme tu dis, le scoring Sorare, c'est quand même ce qui est vraiment primordial. Alors la psychologie, Yacine. Donc Sorare pour toi est un jeu, c'est pas un jeu de foot, c'est un jeu psychologue. Ouais. T'en as déjà pas mal parlé avant, mais est-ce que t'as encore d'autres éléments que t'as envie de rajouter? Ouais, ça sera dans ma prochaine vidéo, mais je peux déjà tout te dire maintenant. C'est que en fonction de je sais pas quand il sort ton podcast, mais l'idée c'est que en fait mercredi prochain. Bon bah ça me laisse 7 jours pour la sortie. Merci pour la primeur. Non mais ça se trouve elle sortira avant. Ton truc sortira avant. Je suis tellement lent. Mais l'idée c'est que Sorare c'est pas un jeu de foot en fait. Et le foot, tu vois, de la même manière que toi tu vas voir Kamavinga, tu vas te dire c'est une merde. Et ben moi je vais me dire Kamavinga, ok c'est une merde. Non, c'est une merde à ce poste, sur ce match, tu vois. Ben moi je vais me dire ok c'est une merde mais il score. Et est-ce que son coach va le laisser continuer à jouer comme ça à ce poste, etc. Tu vois, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce que son coach va le laisser dans ce système de jeu faire ce scoring là? Mais si tu veux, et c'est en ça que le foot pour moi est un désavantage à Sorare, c'est qu'il y a trop d'affect. C'est comme moi quand à chaque fois, tu vois, j'adore la boxe, et à chaque fois qu'il y a un match un peu serré, en boxe c'est pas comme au foot. Il y a des matchs, c'est sûr, tu vois, ce mec là va gagner, mais il y a des fois il y a des matchs serrés. Et dans les matchs serrés, je me trompe tout le temps dans mon jugement. Pourquoi? Parce que j'ai un affect. En fait, il y a un storytelling à travers un boxeur. Je veux que ce boxeur gagne parce que j'aime bien son style, je trouve que sa boxe est belle, parce que j'aime bien son histoire. Et donc, j'ai un biais cognitif, tu vois, qui fait qu'il biaise mon jugement objectif. Et comme moi, je l'ai pas dans le foot, j'en ai vraiment rien à faire, j'achète les cartes sans les regarder jouer, tu vois, bah, j'ai pas ce biais cognitif là. Et en fait, ce biais cognitif fait que des mecs achètent, tu vois, t'es fan de Lyon, bah, au début de saison, tu te dis, mais tu veux que, peut-être tu t'auto-persuades que ton équipe va faire une bonne saison. Ah, on a fait un bon recrutement, nanana, mais si, ça va bien se passer, nanana. Et donc, tu vas aller t'acheter des genres de Lyon, les aligner, alors que c'est pas opti, tu vois. Et ton affect va rentrer dans le truc. Mais après, si t'as pas d'affect, tu joues pas au jeu. Donc, c'est un entre-deux à trouver. Donc, non, mais c'est ça. Et en même temps, il y a cet aspect-là. Et ensuite, l'autre aspect, c'est le fait qu'en fait, si tu veux, Sorare, c'est pour moi ça sera plus du poker avec un calcul de tes émotions par rapport à la somme engagée, par rapport aux sommes que t'engages, par rapport au risque, tu vois. Et en fait la gestion de ta bankroll, la gestion des cycles. Quand tes trucs ils baissent, est-ce que tu vas FOMO? Est-ce que tu vas à la FOMO aller acheter un mec qui a fait 3 bonnes notes? Est-ce que tu vas drop tes cartes qui commencent à un peu mal jouer? C'est vraiment ta gestion émotionnelle en fait, tu vois. C'est comme à un moment donné, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a Traveling Pizza qui était mon dernier invité, on avait parlé et il faisait aussi la comparaison avec le poker. C'est pas le seul, il y avait Banzai aussi, ancien joueur de poker. Ouais, il y a pas mal d'invités qui ont fait ce parallèle-là concernant justement le côté psychologique. Donc très intéressant. C'est de la gestion de bankroll dans le sens, au poker on te dit il y avait une règle, enfin quand je jouais au poker c'était tu rentres pas sur une table avec plus de je crois 3% de ta bankroll totale par exemple, tu vois. Ben là aussi dans Sorare il y a de l'allocation de ressources. Vaut mieux avoir pour moi joué en mode très riche dans une seule division que d'aller jouer en mode pauvre dans 4 ou 5 divisions, tu vois. De la même manière, si t'es trop commit sur une carte, si tu mets 50%, si t'as un Kimmich qui prend 90% de ton budget, bah s'il se pète, tu vas vriller dans ta tête, tu vois. Et en fait, faut gérer ton risque, attribuer tes ressources de manière à mieux gérer ton risque. Par exemple, là, moi, j'achète des cartes de collection en te disant, bah voilà, je vais attribuer 1 ou 2% de ma bankroll dans les trucs de collection. Ça marche pas, on verra pas, mais tu diversifies, tu vois. Il faut te diversifier, faut gérer ton risque, faut avoir conscience des risques et des rewards. Faut aussi développer pourquoi j'ai joué à tous ces play to earn, je commence à avoir une expérience. Au début, je t'ai dit, j'ai joué à Sorare, j'ai fait de la merde, j'ai perdu tout mon oseille, j'étais au fond du fond. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de perdre beaucoup d'oseille et d'être au fond du fond, mais et t'apprends, tu vois.
Et après, tu reviens et puis t'apprends à mieux jouer. Tant que t'apprends à mieux jouer, tant que tu joues, en fait, il y a rien de pire. Je l'ai expliqué dans une vidéo. Il y a rien de pire que de jouer sans avoir l'impression d'être en maîtrise. Même dans la vie, il y a rien de pire que de ne pas d'avoir l'impression d'être en maîtrise. À savoir que, en fait, tu vois, ils avaient fait une expérience avec 2 chiens. Ils mettent 2 chiens dans une cage et ils leur envoient des coups de jus, tu vois. Ils leur envoient des coups d'électricité aux 2 chiens. Et ils ont tous les 2 du stress, tu vois. Ils sont soumis à du stress. Seulement, il y a un des chiens qui a la possibilité d'appuyer sur un bouton qui change la couleur de la pièce quand il prend un coup de jus. Ce qui ne change rien à rien, hein. Il prend toujours son coup de jus. Mais comme il a l'impression d'être en maîtrise, eh ben, quand t'étudies, tu vois, son taux de stress, bah, il est plus bas que le chien qui, lui, subit complètement les coups de jus, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose avec Sorare. Tu prends du risque, peut-être même du risque inconsidéré, mais il faut que tu te forges une idée de où va le projet, pourquoi t'as investi dedans, pourquoi t'es bullish, pourquoi t'es bearish. Tu fais tes scénarios, tu vois, tes scénarios positifs. Comme je t'ai dit, pour moi, il existe un scénario où tout vaut 1 euro, tu vois, toutes les cartes valent plus rien. Où Julia, il se chie, il fait masse les transitions, il embauche mal, tu vois, je sais pas, tu vois, Mbappé lui suce tout son budget, il se rend compte que il a plus rien pour les paliers, enfin tu vois. Messi aussi, et voilà. Exactement, tu vois, il existe un scénario où ça pue, tu vois. Et pour moi, il en est au début de son truc. Il a réussi à gank toutes les licences en leur disant regardez, j'arrive à faire de l'oseille avec. En fait, pour moi, son oseille, il est pas pérenne sur 5-10 ans, enfin sauf si t'as beaucoup d'entrées de nouveaux joueurs, mais et il va falloir qu'il transitionne, mais après il a plein de possibilités, hein. Il y a plein de possibilités de transitionner, plein de pivots à faire. Son truc, ça peut être super lourd, toi, mais le Web 3 là en plein développement. C'est vrai que c'est arrêté un peu par le crash des marchés crypto et le Web 3. Après, attention, pour moi, le Web 3, c'est de la fumisterie un peu sur Sorare dans le sens où, enfin bon, bah, bref, on va pas digresser, mais vas-y. Si, vas-y. Non, mais c'est-à-dire le own your game, au fond, c'est pas si important que ça soit du Web 3 ou pas, en fait. Si tu veux, je l'ai abordé subrepticement dans une vidéo, c'est que, en fait, ton NFT, c'est pas l'image que t'achètes, c'est juste un fichier texte qui est sur la blockchain. En soi, c'est pas la photo. La photo, elle est hébergée sur le serveur de Sorare et le serveur de Sorare, c'est pas du Web 3. Donc, au fond, c'est pas du Web 3. Les NFT, le côté NFT, on s'en fout. Personne sort ses NFT de Sorare. On les garde tous pour participer aux compétitions organisées par Sorare, tu vois. Donc, c'est l'utilité que ça apporte, quoi. C'est pour ça Sorare, ça serait e-sport et tout serait centralisé. Parce qu'il y a pas d'utilité derrière. Ce que je veux dire, c'est que Sorare serait e-sport et ça serait tout centralisé et ça serait pas des NFT et on serait pas reward en ETH mais en euros. Bon, peut-être ça poserait un problème au niveau de législation. C'est peut-être comme ça qu'il a réussi à détourner le truc en disant non mais on reward les gens en crypto qui n'est pas de la monnaie, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tout serait centralisé, ça changerait absolument rien à son business et ça changerait absolument rien au fait que ça marche ou pas pour moi. Mais c'est mon avis. Donc c'est pour ça que je dis que own your game, au fond aujourd'hui tout le monde s'en bat les couilles, tu vois, de own your game. Non mais on sort pas les NFT, on n'en fait rien, tu vois. Non, au début il y en avait certains peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui qui mettaient ça sur OpenSea, qui était le marché donc qui arrivait à exporter et les vendre là-dessus, mais bon, je sais pas. Tout le monde s'en fout, tu vois bien, les cartes de collection ça vaut 1 euro, l'aspect collection des cartes tout le monde s'en fout. Non, ce qui intéresse les gens c'est le potentiel. Le marché des NFT il a pris un sacré coup. Accessoirement pour moi il s'est positionné NFT quand il a lancé son projet parce que comme ça il allait lever plus d'argent auprès des VC. Quand il y a 2 ans tu disais NFT Web 3, bah c'est comme quand tu vois tout le monde était là à acheter n'importe quoi, bah ça te permettait de lancer ton projet plus facilement, tu vois. Maintenant aujourd'hui tu vois bien NFT ou Web 3 on s'en bat les steaks, les gens tu leur filerais de l'euro ou de l'ETH à la place de l'ETH ils seraient contents. On te dit bah finalement c'est pas des NFT, tout est sur nos serveurs, bah tout le monde s'en foutrait, tu vois. Mais c'était juste une manière de récolter ton demi-milliard plus facilement auprès de VC. Ouais, et puis l'avantage avec le fameux Web 3, c'est que voilà, tu peux utiliser tes cartes pour le moment il y a pas énormément de choses, mais t'as quand même Sorare Mega. Ouais, mais tu pourrais les utiliser de la même manière si c'était pas sur la blockchain. Sorare Mega se connecterait à l'API Sorare, ce qu'ils font déjà, et tu pourrais charger tes cartes, ce qui se passe. Ouais, ça changerait absolument rien. Ouais. S'il y a un jeu de foot bientôt, où tu pourras utiliser tes cartes. Ouais, mais tu te connecterais à l'API Sorare au lieu de te connecter à... Enfin, ça changerait rien. Ouais. Ça changerait zéro. Bon, enfin, je pense, hein, il me semble. Ouais, non, je pense aussi. Mais il y a certainement des spécialistes qui ont peut-être le même avis ou un autre avis. Enfin bref, on s'en fout. On continue. Écoute, tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport à l'aspect psychologique, parce que c'est quand même important. Ouais, on pourrait parler des heures. Pour moi, on passe tous par la phase, dans les grandes lignes, tu passes par la phase, tu testes, tu perds beaucoup d'oseille, toujours. Là, tu prends un coup de coude, on voit ensuite tu commences à faire une palier, tu dis, ah, d'accord, tu grossis, puis tu commences à mettre de l'eau dans ton vin, à plus jouer comme un fan de foot parce que tu te rends compte que ça te fait faire que de la merde, ou
ou alors t'arrêtes le jeu en étant dégoûté. Et au bout hier je regardais, il y avait une galerie, par curiosité je suis allé sur la Pavel Trader et je voyais il a une galerie d'un mec qui joue depuis juillet de l'année dernière et je me disais tiens c'est intéressant. Je regarde la galerie du mec, bon il y a plus rien et je regarde les compétitions qu'il jouait et le mec avait des uniques, il avait des très grosses cartes hein, des Neuer rares et tout, j'ai pas eu sa galerie mais il avait des uniques et tout et je regarde ses gains en un an le mec a fait 10 ETH de gains. Enfin tu vois genre claqué au sol ses résultats. Et tu te dis, au bout d'un an, le mec a fait que 10 ETH, mais il est nul. Et quand tu regardes ses moves, non, je regardais du coup l'historique des cartes qu'il a, tu vois, sur Pavel Trader. Il achète des uniques, il s'amusait à trade avec Pavel Trader tout le temps, acheter des uniques, jouer des compétitions pas rentables. Bah ouais, au bout d'un an, si tu fais de la merde comme ça, même avec du gros oseille, bah t'es dégoûté, tu vois. Dans le même temps, en jouant bien, t'avais moyen de faire au moins 50, 60 ETH. Ah non, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Hein. D'ailleurs, quand il y a eu, il y a quelques temps, bon, on parlait de coaching et tout, c'est vrai que sur Mediasorar, bon, on le met, j'en fais encore de temps en temps, j'ai des demandes de coaching, mais je suis tombé vraiment sur beaucoup de managers qui avaient des très belles galeries. Le maximum que j'ai eu quand même, c'est galeries à plus de 150 Ethers, et le gars il faisait quasiment aucun résultat, tu vois. Mais c'est comme là, il y a le youtubeur Wallouz là, Valou. Ouais, tu regardes Valou, ses résultats, ils sont claqués, ses cartes c'est pas des bons choix, enfin tu vois, c'est pour gagner hein, mais après il s'en fout de l'oseille, à mon avis le mec est millionnaire, il s'en tape, tu vois, mais en soi il joue mal. Il joue très, enfin d'après mes critères, attention. T'en as beaucoup aussi parce qu'on pense ah ouais bah il suffit d'avoir les plus belles cartes. C'est vrai que l'exemple que tu prends, bon avoir Kimmich, Neymar, Messi, c'est vrai que tu limites quand même très très fort le risque. Oui mais c'est prendre tes couilles, c'est prendre tes couilles et aller faire un emprunt CGTL pour aller l'acheter. C'est là en fait la difficulté. Non mais c'est là la difficulté d'avoir un Neymar. Avoir un Neymar et l'aligner, c'est pas ça qui est complexe. C'est de te dire il y a un machin, il peut valoir 3 € demain à tout moment si t'as Julia, il prend son micro, il dit on arrête les paliers, ton machin, il vaut 3 balles. Et ou bien là tu vois genre les mecs qui avaient un Neymar, ils l'ont acheté 6 ETH il y a 2 semaines et là ils vont aux enchères, ils voient qu'il part à 3. Tu vois, eux ils sont en train de prendre coup de coude dans leur tête, tu vois. Ouais. Et si le gars il a pris un emprunt CGTL pour aller se payer son Neymar ou Cofidis et qu'il se dit putain de sa mère, c'est ça la difficulté, c'est pas l'aligner, bien sûr l'aligner c'est très facile. C'est pour ça que c'est psychologique. Est-ce que t'as les couilles d'avoir ces cartes là qui du jour au lendemain font diviser par 2, fois 3, fois 5, puis faut diviser par 10 et puis Julia qui t'annonce une mauvaise nouvelle qui fait que t'annonces à ta femme que on va vendre la maison. Enfin, tu vois ce que je te dis. C'est ça qui est dur. C'est pour ça que c'est un jeu psychologique. Ouais, t'as ça. Et puis après, t'as aussi ceux qui savent pas faire des line-up. Voilà. Franchement, ça existe. Des gars qui ont des bonnes cartes, mais qui vont pas essayer de mettre les meilleurs ou d'optimiser vraiment par rapport au match-up. Ils s'en foutent un peu. Ils tapent systématiquement. J'étais quand même assez étonné de découvrir et surtout de découvrir avec le temps qu'il y en a beaucoup des managers qui ont des très belles cartes, mais qui les utilisent pas souvent. Mais il y a l'affect. Il y a l'affect. J'ai dans la région, on a quelques mecs, c'est dur. Par exemple, vendre, on a quelques mecs qui ont moi j'ai dans la région des mecs qui ont des grosses galeries et puis souvent on discute, tu vois, on fait des points. Alors vas-y, c'est quoi ton objectif, c'est quoi machin, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi, ta. Et voilà, on en réfléchit. Après on dit bon bah objectivement faudrait vendre ton Mbappé parce que tu payes la taxe U23 qui est pas utile. Mais psychologiquement c'est dur. C'est comme moi vendre mon Kroos. Ça fait 1 an, je me dis il va partir à la retraite machin, mais c'est ma première grosse reward. Même moi qui suis pas dans l'affect, bah tu vois, je le vois bien, je développe un affect pour mes cartes et parfois ça m'éloigne du choix stratégique optimal. Et après il y a aussi faut mettre des phases. Il faut pas, tu sais ce qui est compliqué, c'est il faut se mettre un cap. Mais en fait c'est comme dans la vie, tu vois, c'est du développement personnel de base. Tu fais un cycle de 6 mois où tu tryhard et ensuite tous les 6 mois tu revois ta strat. Mais tu t'amuses pas à revoir ta strat tous les 3 jours. Tu vois ce que je te dire? Et en même temps, des fois, il faut savoir s'adapter rapidement. C'est ce qui est compliqué, tu vois. Mais si tu commences à changer ton fusil d'épaule tous les 4 jours, bah tu fais de la merde. T'achètes, tu vends chez Pavel, tu en panique, tu fais n'importe quoi. Et comme le gars, tu bazardes. Et après, t'as les mecs qui jouent. Bah, ce qui est très marrant, c'est si j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est aussi les mecs qui ont pas compris que Sorare, c'est pas un jeu long terme. Ils se mettent à acheter les pépites, tu vois. Et c'est prouvé, c'est nul comme strat, tu vois. Acheter des pépites. Sorare, c'est un jeu trop court terme. Tu sais pas où sera le jeu dans 3 mois, dans 6 mois, acheter des pépites en te disant dans 4 ans elle va exploser et la carte elle fait diviser par 10. Je sais plus, je crois c'était comment il s'appelle, les mecs que je kiffe là, c'est Pozzo, Louis et je sais pas quoi. Tu vois bien, il y en a un des deux, il a arrêté, tu vois, ça fait 8 mois, j'adore leur contenu, tu te regardes, c'est super divertissant, les mecs, il y a des trop good vibes, ils s'amusent, mais ils s'amusent à cramer de l'argent n'importe comment, ils achetaient des pépites, mais moi je voyais ça, je me disais les mecs ils avaient un style de podcast sur YouTube, c'est ça, hein, à 2. Ouais, et ils achetaient des cartes en mode sur Transfermarkt,
il est à 16 millions, vas-y, je l'achète. Ah, sur Transfermarkt, il est à 20 millions. Ils achetaient en regardant Transfermarkt et ils achetaient comme ça en live. Et c'était super divertissant, moi. Et en plus, trop des bonnes vibes, les mecs. Mais ils font n'importe quoi. Et bon, et là, tu vois, il y a un mois, le gars, il te dit, bon, bah, j'arrête de jouer au jeu. Bah, forcément, tu fais n'importe quoi. À un moment donné, faut pas jouer comme ça, tu vois. Ça demande de la souplesse et de la gymnastique mentale. Et surtout, ça demande de... Ouais, le mindset, un bon mindset. Non. Ouais, mais comme dans tout dans la vie, tu vois, genre c'est la loi de Pareto, il y a 80% de mauvais, 20% de bons, hein, et 20% de bons, c'est juste ils appliquent une certaine rigueur, quoi. C'est bien ça. Bon, on va attaquer la dernière partie avec les questionnaires. Bon, le sujet d'actualité, bon, on voulait parler de la Coupe du Monde, de la baisse des prix, c'est bon. Là, par contre, la collection, ouais, il y avait un truc. Je pars dans un autre truc. Mais mon invité précédent, donc j'en avais parlé, Traveling Pizza, tu vois, lui, il avait une stratégie, mais lui, il a débarqué dans le jeu vraiment comme un investisseur, tu vois. Il suivait le foot, mais de loin, un peu comme toi. Je pense que ça t'intéresserait d'ailleurs. Si tu l'as pas écouté le podcast, écoute-le. Non, ouais, je vais écouter. Je conseille à tout le monde. Et ben lui, il avait gagné, je pense qu'il avait gagné Kimmich. Et ben en fait, il a vendu Kimmich pour acheter d'autres joueurs parce que il suit avec un tableau Excel son ROI, etc. Et que pour lui, ça allait mettre beaucoup trop de temps pour le rentabiliser. Il a aussi une très très belle galerie avec plein de très très bons joueurs. Et ben il avait choisi de le vendre et de racheter par contre des joueurs qu'il estimait sous-évalués ou bien des styles de Kroos. Voilà, je me rappelle maintenant, il avait fait la comparaison dans le podcast entre Kroos et Kimmich. Et ben il préférait 10 fois avoir un Kroos qui allait s'amortir beaucoup plus vite qu'un Kimmich. Ouais, je pourrais passer 1 heure à répondre à cette question. Il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais je suis pas d'accord. Mais parce que j'ai Kroos et Kimmich, mais bon, bref, je pourrais passer 1 heure à répondre à la question. Ouais, mais t'es trop riche, toi. Non, ce que je veux dire, c'est que je peux faire le comparatif et en fait, tu vois bien que en fait, si tu veux, les rewards, elles dégraissent de manière exponentielle. Le premier, il va prendre un truc à 3, 4 ETH, le deuxième un truc à 2 et le troisième, il descend déjà à 1. Et après, le quatrième, il gagne un truc à 0,9, 0,850 et en fait, il y a vraiment une prime à faire premier, deuxième, tu vois. Et Kimmich, il va aller chercher premier, deuxième et de manière constante, tu vois. Enfin bon, bref. Le point marginal, il est incroyablement important dans Sorare et entre Kimmich, tu tapes classement Kroos champion. Kroos aussi, quand il joue, là, il est trop instable, On sait pas, oui, il est un peu moins stable, mais quand même, il a du AA aussi monstrueux. Sauf qu'il y a un peu plus de rotation, évidemment, cette année. Écoute, moi, je l'ai aligné de janvier à juin, en m'acharnant à l'aligner. Et si t'as aligné un Kroos de janvier à juin, tu sais de quoi je veux parler, c'est-à-dire il a enchaîné des 50 pendant 6 mois. Et ça, tu peux pas te le permettre. Tu peux pas te permettre d'aligner un mec qui aligne des 50 et à côté, lui mettre un Messi qui t'a coûté un bras, un Neymar. Tu vois, à un moment donné, c'est comme les grands clubs. Tu peux pas te permettre d'avoir une chèvre fragile à côté de deux autres. Un chaînon. Exactement. Et Kimmich, c'est pas un chaînon faible, tu vois, c'est. Sauf en fait, avec l'Allemagne. J'attends de voir carte. avec l'Allemagne quand même. Ouais, bah là, ça va être un match facile normalement. Mais en fait, une carte va niquer le ROI des cartes d'à côté. Et si tu mets un GOAT à un endroit, il faut que tu mettes un GOAT à côté parce que les ROI se démultiplient les uns à côté des autres. Tu vois ce que je te dire? Si je te mets un goal qui fait que des 25 à côté de Neymar, Messi, machin, t'es en train de niquer le ROI de tes Neymar, Messi, machin. Donc foot Kroos, moi je l'ai, j'aime bien, je la ligne de temps en temps, mais en fait non, c'est Kimmich tous les jours. Et je suis désolé. On est d'accord. Kimmich, c'est Kimmich, c'est l'assurance tout risque. Mais bien sûr. Alors, bon, t'es prêt pour le questionnaire rapide? Oui, vas-y, balance. Bon, toi qui regardes pas trop de matchs, tu vas peut-être me sortir un nom asiatique, j'en sais rien, mais ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare? Bah, dans la vie réelle, j'en ai pas, je te dis, j'aime bien voir Kroos faire des grandes transversales, je trouve ça marrant, et je me dis, ouais, c'est beau, tu vois. Je me dis, c'est beau, j'aime bien Mbappé, il pousse son ballon, je vois, il pousse, il court, et il met une longueur d'avance au gars, c'est marrant. Sinon, je sais pas, ouais, non, il y a rien, non, j'ai pas de, dans Sorare. Et sur Sorare? Sur Sorare, non, même pas, en vrai, même pas, sur Sorare. Moi, j'ai un chouchou, entre guillemets, parce que j'ai regardé les matchs de Gangwon, qui est un club claqué de première division, tu sais, l'équivalent de 3 en première division, coréenne, tu vois. Et c'est vrai que lui, c'est l'un des rares joueurs que j'ai scouté. Tu vois, je regardais son scoring, je le voyais jouer, et, je me suis dit, ok, je l'achète dans le jeu, je l'ai acheté en rare, 2 SR et tout, et il m'a mis trop bien, il m'a fait gagner Neymar, il m'a fait gagner plein de trucs, tu vois. Parce que je l'ai scouté. Et du coup, ça devient un peu le genre. Et il est dans l'équipe type de l'année. Je me dis, ah tiens, ok, d'accord, je commence à comprendre des trucs au foot, donc je l'aime bien.
Ton plus beau résultat, t'as 9 victoires. Ouais, mon plus beau, c'est clair, c'était au début quand en juillet. Tu sais, je t'ai dit en juillet, j'ai commencé à bien jouer et très vite, pendant la Coupe d'Europe, j'ai gagné, j'ai fait premier 2 fois. En fait, j'ai fait premier en pro et premier en global sur la même semaine. Et j'ai gagné Kroos et Neuer. Genre sur la même semaine, Kroos et Neuer en faisant 2 premiers. Bien, ouais, et en fait là, j'étais trop hypé. C'était mes premières grosses récompenses. J'étais trop content. Franchement, j'étais trop refait. Et puis tu sais, c'était l'équivalent de 10K. Tu vois, quand t'as perdu 10K et que tu dis, oh putain, là en un coup j'ai récupéré mes 10K, tout ce que j'ai paumé qui me faisait pas dormir la nuit et tout. Je me dis, genre c'était trop de soulagement quoi. Ouais, c'était un putain de soulagement en mode, j'ai perdu 10K et là en un coup, yes, ma strat c'est bon, je rejoue bien et tout. Ouais, ça m'a refait en une game week, j'étais trop refait. Et donc ta plus belle récompense? Bah je dirais que c'était ce Kroos là, tu vois, j'ai gagné Kroos et Neuer la semaine passée, c'est ce Kroos, j'étais trop content de voir sa gueule s'afficher. Je peux comprendre. Alors, ton plus gros coup de poisse. Non, il y en a plein, il y en a trop. Tu sais, quand tu joues assis, comme il y en a vraiment trop. Il y a plein de fois, en fait, tu sais, des fois, à un moment donné, je refaisais le match. Je me disais, ok, si mon Asiat, il était juste pas DNP, qu'est-ce que j'aurais fait? Et tu vois, je vois que j'aurais fait premier et que le premier a pris un Kimmich et je sais que j'en ai loupé au moins 2, comme ça. À cause de DNP, de mec qui a décidé de pas faire jouer son joueur alors qu'il y avait aucune raison, tu vois, genre. Ouais, ça, c'est le problème en Asie, hein. Ah là là là. Mais apparemment, toi, tu t'en sors bien quand même en Asie. Non, très bien. T'arrives à trouver où toutes les infos. En vrai, je suis abonné sur Rad Japan, je suis abonné machin, je suis abonné à plein de trucs et puis je commence un peu à suivre. Et puis en fait, tu vois, en Asie, c'est toujours la même chose. Si tu joues en mode pauvre, tu vas aller chercher les mecs, tu vois, tu vas aller chercher des occasions, mais parce que les gars peuvent être DNP. Mais moi, à un moment donné, même j'allais te dire Cessinia, mais même Cessinia, il te trahit. Mais tu vois, à un moment donné, il y a plein de joueurs qui sont top joueurs en Asie et qui font pas de DNP. Donc tu prends cela et puis basta. Hein. Vive Sora Data, quoi. De ouf. Vive Maxime, vive SR1, vive tous ces mecs-là. Ils sont trop forts. Leur site, il est trop bien. Vraiment, ils font un taf de ouf. Alors, ton joueur à suivre. Tu vas me dire, c'est quoi cette question de merde? Parce que moi, je prends pas les pépites. Non, si, je prends, Kim Dae-won, tu vois, voir ce qu'il va faire l'année prochaine, peut-être, franchement, Nakagawa, voir ce qu'il va faire à Tokyo, Tanaka, ouais, aussi, je suis un Tanaka maximaliste. C'était un GOAT il y a 2 ans, il se fait les croisés. Le fameux défenseur de Yokohama, là, c'est ça? Ouais, exactement. Il s'était fait il s'était fait les croisés, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Et il revient pas, il a fait une année, j'ai pris 4 SR, voilà. Il faut qu'à un moment il rejoue. Ouais, j'ai fait mon ouf. J'ai fait du DCA à Tanaka, tu vois. J'ai fait du DCA à Tanaka, j'en ai. Un beau DCA, si tu les attaques en SR. C'est pas des limited, quoi. T'as pas fait semblant. Non, je fais jamais semblant. Je t'ai dit, il faut faire les choses bien à fond ou je les fais pas. Bon, et alors la question. Si tu avais Nicolas Julia devant toi, t'en as beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ou t'as plusieurs choses, vas-y. Non, il y aurait trop de trucs, mec. N'enlève pas les paliers. Je pense que c'est la première chose que tu lui dirais. La base, te tire pas en fait, je dirais, n'enlève pas les paliers tant que t'as pas sécurisé, ton switch vers d'autres business models, En même temps, moi je comprends, sa position elle est difficile, c'est-à-dire, je lui dirais, garde ton esprit startup, c'est-à-dire, si tu veux niquer les prix de 90% et mettre un coup de coude à tous tes anciens users, à un moment donné, faut aussi prendre des risques, hein, tu vois, genre, des fois, il y a pas de pivot tu fais pas d'omelette sans casser des œufs, tu vois, il faut qu'il garde son esprit startup, qui tente que, tu sais, les gens sont là à dire, le marché, il fait des x2, x3 et des divisé par 10. Mais, tu sais, en règle générale, c'est sain, un marché qui est très mouvementé, c'est sain parce que ça veut dire qu'il est pas régulé pour de vrai. Et si c'est pas régulé pour de vrai, ça veut dire qu'il y a des vrais risques, mais des vraies opportunités. Il y a pas, tu vois, il y a pas un mec qui vient et qui te sauve la baraque, tu vois, comme le système bancaire, il aurait pu se vautrer 100 fois et puis à chaque fois, t'as la BCE qui rend flou, etc. Non, là, c'est toi, t'habites et ton couteau, tu vois, dans le Far West. Mais le Far West, c'est cool. C'est pas cool si t'es un Indien, mais si t'es un Quinry bien armé, ça passe, tu vois. Donc moi je dirais bonne chance, qui continue à prendre des risques et en même temps qu'il oublie pas qu'il fasse gaffe aussi à pas non plus mettre des trop gros coups de coude sur les joueurs déjà existants, qui lui propose son business model cœur pour l'instant, c'est le jeu d'argent et c'est normal et légitime qu'ils veulent switch sur autre chose. Maintenant il y a aussi un truc à faire avec ça, tu vois, genre révolutionner le hacker les paris sportifs, c'est un beau projet, tu vois. Hacker Panini, c'est sympa. Hacker
la FIFA, c'est un autre level. c'est sympa, mais hacker la FDJ, c'est aussi sympa, tu vois. Te dire que il y a des mecs qui claquent des 100 balles par mois, tu vois, à filer leur oseille à la FDJ, bah là, ils claquent une fois 100 balles à l'année, ils sont sympas, ils ont leurs petites émotions de suivre leur match, leur petit joueur il a fait un 90, et leur femme elle est contente parce que leur mari il arrête de claquer 100 balles tous les mois, et en fait, tu vois, il apporterait du bonheur aux gens à hacker la FDJ, tu vois. En tout cas, il enlèverait du malheur Il y en a quand à... même beaucoup qui ont arrêté, des petits ou gros parieurs qui ont définitivement... Ouais, mais ça existe et ça existera toujours, tu vois. Ça existe et ça existera toujours. En fait, c'est la fièvre, c'est le crack, c'est comme Sorare, c'est le crack, quoi. C'est l'adrénaline, c'est ça? Non, c'est le crack, moi j'ai jamais testé le crack, mais il me semble que c'est plus puissant que l'adrénaline, tu vois. Genre, un combat de boxe c'est de l'adrénaline, mais à un moment, le mec qui sont dans le crack, il a un truc au-dessus, quoi. Bon, on a eu quelques questions, donc posées dans les commentaires du compte Média Sorare sur Twitter. Vas-y. Alors, il y a Guest Star qui te dit tes contenus sont juste excellents tant sur le fond que sur la forme, mais la plupart du temps à charge envers Sorare, souvent à juste titre, il met. En gros, on l'entend souvent râler. Mais qu'en est-il de ce qu'il trouve top sur la plateforme, notamment sur les derniers ajouts? Moi, j'ai pas l'impression que mon contenu soit à charge, en vrai. Mais j'ai l'impression que c'est l'image que j'aime. Alors, vraiment, je suis pas à charge, hein. Moi, en fait, je suis pas dans un délire de me plaindre. Et là, lors de ce podcast, je trouve que t'es pas du tout à charge. Non, moi, je suis pas à charge. Au vu des dernières news, au vu des dernières news, je suis bullish. Là, il y a eu 3-4 news, plus la gestion de la CDM et tout, qui me font me dire, je suis bullish. Maintenant, demain, il dit, les paliers, on les divise par 2, je serai moins bullish. Ou demain, on me dit, on les enlève, je serai carrément casseuse. Enfin, tu vois, genre, j'ai pas de... Le mec, c'est une start-up, il essaie d'évoluer, il y a des risques, il y a des pivots, il y a 90% de chance ou 80% de chance que ça marche pas. C'est normal, tu vois, c'est ça le monde des start-up. Enfin, si tant est que ça soit encore une start-up, il y a une stratégie, machin. J'essaie juste d'expliquer les mécaniques économiques qui sont en jeu, ou les mécanismes de marché, ou les mécanismes psychologiques qui sont en jeu. J'essaie d'être clair. Les trucs auxquels il faut faire attention, les trucs qui sont positifs. Ma dernière vidéo, j'expliquais en quoi ils pouvaient hacker la FDJ, la FIFA et Panini, tu vois, et pourquoi il y a un vrai potentiel. J'essaie de l'expliquer vraiment bien dans la dernière vidéo. Après, mes vidéos, elles sont peut-être un peu trop confuses et tout, faut que je m'améliore, pas assez pédagogique. Mais non, en soi, j'ai pas l'impression d'être... C'est pas trop ton style non plus. La pédagogie, là, au contraire, t'es cash, et c'est ça que j'aime bien aussi, et je pense que beaucoup de personnes aiment tes vidéos pour ça. Honnêtement, moi, j'ai pas le temps, mais tes vidéos, quand on sort une, j'aime bien les regarder parce que je me marre, et le fait qu'il y ait plein de montages, des bruitages, des trucs comme ça rend ça super dynamique, que tu sois un peu sans filtre aussi. Franchement, s'il y a bien une vidéo que je rate quasiment jamais, c'est les tiennes, donc. Ouais, merci. On s'en fout du côté, à la limite pédagogique, parce que tu dis les choses, telles que tu les perçois aussi. Si, quand même, je veux essayer d'expliquer, tu vois, à un moment donné, j'ai la prétention de vouloir expliquer les mécanismes, tu vois, comment marche. J'ai la prétention d'essayer de comprendre. J'essaye de comprendre comment ça marche. J'ai quand même 1 an et demi dans le jeu. J'ai quand même un background économique où je comprends l'économie, où je comprends les mécanismes des jeux. J'en ai testé beaucoup, donc j'ai envie de partager ça avec les gens qui comprennent pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que quand tu comprends ce dans quoi tu mets les pieds, à la limite perdre ou gagner, c'est pas grave. Tant que tu sais dans quoi tu mets les pieds. Il y a rien de pire que de mettre les pieds dans quelque chose sans rien y comprendre et avoir l'impression d'être ballotté dans un bateau, donc tu comprends rien au truc. Donc si ça m'emmerde mais j'avoue que je préfère pour l'instant, mettre l'aspect fun et m'amuser à mettre des délires dans mes vidéos qu'être très très clair. Et en plus, le problème c'est que je pourrais passer 1 heure à parler sur chacune des phrases que je mets dans mes vidéos, tu vois, ou même là sur chacun des sujets, en vrai, je peux parler 5 heures, j'ai plein d'avis, tu vois. Voilà, et tout résumer en une phrase, c'est chaud, et si le mec il est non initié, en fait il la comprendra pas la phrase. Il faut que je progresse là-dessus. Mais ce qui fait que non, j'ai pas l'impression d'être négatif. En ce moment, je suis plutôt positif. J'ai même tendance à... Et c'est quoi justement qu'est-ce qui te rend si positif? Tu m'as dit je t'ai dit les points vraiment bien. C'est quoi exactement concrètement? C'est quoi que t'as aimé? Moi, je t'ai dit les paliers qui bougent pas, le fait que la FDJ leur lâche la grappe, le fait que notre ami Julia il a le bras long, le fait que la CDM, franchement, ce qu'ils ont proposé c'est super stylé, le fait qu'ils fassent des cartes collection qui sont super belles et qui sont pas vendues par eux, qui ont une vraie c'est cool, qu'ils arpentent le côté édition de cartes, qu'ils osent des nouveaux trucs. Voilà, je trouve, voilà, il y a plein de trucs sympas, Alors
Ouais, vas-y. Non, j'allais dire les prix, ils se cassent la gueule, tu vois. En vrai, ça monte, ça descend. Même, je l'ai expliqué, tu te fais une team palier, le ROI, il reste formidable, tu vois, genre. Bah, donc, ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont envie de vibrer et de grinder un peu et de farmer des éthers, c'est aller en rare et cassez-vous des limited, quoi. Je dis rien, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux aller en limited, il y a plein de manières. En fait, je découvre aussi plein de gens qui jouent d'une autre manière que moi. Ils aiment perdre de l'argent, ou en tout cas, ça le dérange pas. Il y en a, tu vois, je suis étonné, ils veulent faire la collection et tout. J'essaie de comprendre. Ah ouais, pourquoi tu veux faire la collection? Bah, moi, je suis un collectionneur, j'aime bien l'idée et tout. Bah, ah ouais, d'accord, c'est pas du tout mon truc, mais ok, d'accord. Mais c'est bien, vois, genre, c'est comme ça que ça peut prendre justement qu'il y ait différents profils qui débarquent sur le jeu. Mais après, faut être clair aussi dans ton truc, tu vois. Je comprends qu'il faut faire un pivot et tout vers d'autres machins. Maintenant, faut être le plus clair possible. Moi, je trouve qu'il était clair sur le truc de Sora Data. Il est venu, il était chill, il répondait aux questions, il faisait pas de langue de bois. J'ai bien aimé le gars et je comprends qu'il ait réussi à lever son oseille parce qu'il est vraiment appréciable, tu vois. Ouais, il donne confiance, c'est clair. Moi, avant d'investir dedans, parce qu'à partir du moment où tu mets quand même quelques milliers d'euros dedans, bah sauf si t'en as rien à foutre, que t'es blindé et que tu t'en fous, que tu t'éclates comme quelqu'un qui va au casino pour cramer. Ouais. Moi, c'était pas du tout le cas. J'ai quand même suivi et je le suivais sur LinkedIn, etc. Voir un peu comment est-ce qu'il était, si il avait. Je l'ai suivi dans Paname. Ah, j'ai allé voir dans quel club échangiste il allait. Je l'ai suivi dans les rues de Paname. Écoute, pas jusque là, je m'en fous. Moi, du moment qu'il taffe bien, le reste après, chacun fait ce qu'il veut. Alors question, et je me demandais est-ce que je vais la poser sa question, est-ce que tu vas répondre ou pas, mais je vais quand même te la poser. Raditz13 Sorar, il met quel streamer Sorar il apprécie les moins et pourquoi? En vrai, t'es pas obligé de donner des noms, mais ça peut être aussi des on bat les couilles. Non, il y a pas de problème. Je regarde pas, en fait. J'aime bien, en fait, quand je fais mes line-up, j'aime bien mettre Jobs en fond, parce qu'il est en train de faire les siennes, et en fait, pendant que je fais mes recherches, lui, il est en train d'en faire d'autres, et comme on a des cartes en commun, bah, je me dis, ok, d'accord, tu vois, et donc j'aime bien mettre Jobs pour quand il fait ses line-up. Super. Ouais. En fond. Torque, des fois, c'est Torque, ça peut être sympa, mais bon, le truc, enfin, tout le monde a des points positifs et des points négatifs. Torque, c'est que bon, bah, comme il veut faire un média, des fois, ça parle pour parler, et tu vas inviter 4 mecs, et sur les 4 mecs, t'as 3 mecs qui connaissent pas leur sujet, et puis là, t'as Vitali, lui, il se connaît son sujet, et puis, ce qu'a dit Vitali est perdu dans des blabla de mecs qui savent pas de quoi il parle, tu vois. Vitali, bah, non, il fait pas de live. Le live de Sorar Data, ça peut être sympa, c'est sympa, le live de Sorar Data, même si bon, ça pourrait être beaucoup plus court, plus condensé. C'est le truc un peu chiant avec les lives, c'est que la plupart du temps, c'est pour ça que même moi, moi le premier, hein, je fais des lives de 5 heures. Quand je fais un live, c'est 5 heures, c'est toute l'après-midi, c'est chiant, c'est pas condensé. Ou tu vois, en fait, moi, ce que je veux quand je veux qu'on me donne des pépites. Par exemple, il y a un contenu que je conseille à tout le monde de voir, c'est trop génial. Je sais plus si c'était Torque ou The Noob qui avait invité comment il s'appelle, putain, le mec qui bosse chez Sorar maintenant là, qui avait une galerie avec des uniques là, Zuro. Ah, Zuro, ouais. Wow, c'était avec The Noob. C'était avec The Noob. Ouais, ce live là, il est génial. Tu comprends plein de choses de l'écosystème, de la mécanique, de comment, la manière dont il explique comment il avait hacké le marché des uniques en rachetant tous les goals. À chaque fois qu'un goal sortait, il achetait le goal pour empêcher les nouveaux entrants. Non mais c'était génial. Oui, il t'expliquait. Non mais il t'expliquait aussi qu'à un moment. Ouais, c'est ça. Et qu'à un moment donné, au début du jeu, il y avait pas beaucoup de cartes. Et je crois que c'était Bruno Fernandes, il cassait tout le jeu. Et comme il y avait pas beaucoup de cartes et qu'il y avait Fernandes au-dessus de tout le monde, il disait, bah, celui qui avait Fernandes, c'est juste qu'il allait gagner, tu vois. Genre, bah, si t'avais Fernandes unique, bah, et en fait, tu comprends plein de trucs. Franchement, ce live, Zero, il était top. Il expliquait plein de trucs vraiment stylés, en toute transparence. Là, tu m'as dit de donner du positif. La question, c'était qui tu n'aimes pas trop ou quel genre bah, si j'aime pas, juste, je regarde pas. Non, mais en fait, faut dire ce qu'il y a sur YouTube. C'est, en fait, le problème de Sorar, c'est un peu compliqué, c'est que le jeu est chiant. En tout cas sur le foot. J'ai vu que la NBA ça hypait grave du monde. Je vois que le gameplay de la NBA il a l'air de plaire à trop de gens. Même sur mon Discord, le Discord de la NBA il marche trop bien. Moi qui étais hyper positif puis quand même négatif parce que je me dis ça va me prendre vraiment trop de temps. Et c'est vrai que ça me prend du temps que j'avais pas envie de passer là-dedans. Mais du temps où tu kiffes. Ouais, franchement c'est leur gameplay il est bien et ça redistribue un peu les cartes. On est moins évidemment dans le. Tu peux pas aligner Kimmich, l'équivalent de Kimmich, Messi.
Ouais, c'est ça. Neymar et Neuer ou Courtois. Non, là, tu dois faire des recherches supplémentaires. Ouais. Et ben en fait, le truc c'est ça, c'est que comme le jeu de foot est chiant. En vrai, tous les contenus sont chiants. Les Discord, enfin en fait, si tu veux, les vidéos YouTube, c'est chiant. C'est un mec qui filme son écran en train de parler. La plupart du temps, il donne des conseils. Je trouve ils sont pas judicieux. En tout cas pour moi. Le seul contenu que j'ai kiffé, c'était Zuro qui parle de machin. Des fois, à l'époque, il y avait le Sorar Club là avec Torque, mais le truc durait 2 heures pour, tu sais, des fois il y avait un mec qui sortait une pépite, tu vois. Deux fois The Noob il disait un truc super intéressant, ou il y avait chacun avait une petite, mais en fait c'était une phrase de 30 secondes au milieu de 2 heures, tu vois, et c'était trop dommage. Sinon t'avais un mec aussi, j'avais kiffé. Regardez, c'est un truc tout pourri, mais c'est un Marseillais à l'époque, et à mon avis il doit encore avoir sa chaîne, mais au début quand il a commencé, lui ça apportait des vrais, même si je pense que la manière dont tu jouais c'est pas la bonne non plus, mais il apportait des vrais, c'était je serais pas dire comment ça s'appelle, mais taper Sorar Marseille, et lui c'était un mec de Marseille qui avait fait un club avec d'autres gens, des potes à lui, ils avaient mutualisé leur oseille pour acheter des grosses cartes, et c'était au tout début c'était du bon contenu. Sinon tout est chiant parce que voilà, c'est le jeu qui veut, c'est chiant, et des mecs qui parlent de foot pendant des heures, comme moi je considère que c'est pas un jeu de foot. En fait je le vois moi sur mon tweet, enfin je le vois que quand je fais un live, en fait ou même sur mon Discord, les gens sont avides de parler de foot, et en fait moi ça a tendance à me trigger parce que en fait j'estime que c'est pas un jeu de foot. Ouais, j'ai l'impression que c'est s'écarter de l'efficience, et à chaque fois ça me trigger et je m'en rends compte, alors que il suffit que tu dises à un mec, tu lances n'importe qui, ouais mais Payet c'est mieux que l'autre là qui s'est fait les croisés, et là ça y est, ça part pour 3 heures de débat, tu vois. Pourquoi Payet? Mais parce que dans le système de machin nanana, mes trucs, et en fait on s'en bat les couilles, tu vois, genre pour moi c'est hors sujet de parler 3 heures de ça, tu vois. Et en fait les Twitch, c'est tous des Twitch foot. Or pour moi c'est hors sujet. Foot d'RMC ou de... C'est hors sujet, c'est hors sujet. Pour moi c'est calcul de risque, calcul d'opportunité, rentabilité de tel div, tu vois, ça, pourquoi tel joueur, quel est le risque de ce joueur, analyser les risques, mais pas liés au foot, liés à, tu vois, l'aspect foot peut apporter énormément, attention, je dis pas, l'aspect foot est un plus de ouf, tu vois, et moi c'est sur quoi j'essaie de travailler en ce moment, c'est un peu mieux comprendre ma connaissance du foot, et notamment pour moi c'est les systèmes, parce que pour moi le prix d'un joueur c'est son club, le système de son club, la confiance de son entraîneur, dans quel dispositif il met, et est-ce qu'il va le garder dans ce dispositif, tu vois ce que je veux dire, qui lui permet de scorer ou pas, et c'est ça qui fait le prix c'est ces 3 éléments qui font le prix d'un joueur, et c'est ça qui est important d'avoir comme données, mais le reste je trouve que c'est pas essentiel. Donc non, ouais, tous les contenus non, c'est juste structurellement chiant, c'est rare. Et c'est pour ça que j'essaie de faire des trucs un peu drôles, mais même moi c'est, tu vois, c'est compliqué en vrai, tu vois, genre. C'est manque de temps aussi, ou de motivation, ou les deux? Non, j'ai trop de sujets, mais en fait c'est faire de l'editing, c'est juste rendre un truc chiant sympa. Mais surtout que ton montage là, c'est avec tous les sons, les trucs, enfin je pense qu'il y a quand même du gros taf quoi derrière. Hein, ouais, non, grave, ça me prend pour une vidéo de 5-10 minutes, tu mets combien de temps à faire je mets trop de temps, je mets 2 semaines, 3 semaines. Non, je mets trop de temps. En plus, je suis pas monteur, moi, tu sais, je fais ça en mode montage à papa, quoi, tu vois. C'est donc, c'est pas mal. En plus, tu t'es amélioré avec le temps, donc il y en a qui me disent qu'elles sont moins bien les dernières, tu vois, comme quoi. Tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Il faut tout pour faire un monde. Hein. Moi j'ai une petite question. Quand tu fais tes line-up, tu commences par quel team? Global Rare Pro. Championne Europe, normal, tu vois. Championne Europe et après Global Rare Pro. Ok. Et puis tu finis par, quand t'as toutes les compétitions qui jouent. Je finis par moi après ça dépend. Des fois j'aime bien les spécialistes. Moi je kiffe bien spécialiste. Par exemple ça n'a pas de sens, c'est pas héroï et tout. Après tu vois, même moi je me prends au jeu, j'adore la spécialiste. SR. Non mais parce que j'ai plein de SR Paris moi, tu vois, j'ai plein de SRT3 merde, des trucs asiatiques, des trucs qui sont pas titus. Enfin, j'aime bien la spécialiste SR, mais je finis je sais pas, l'Asia maintenant. Et tu vends beaucoup ou pas? Bah en fait, si tu veux là, j'ai beaucoup acheté. Je vois le nombre de cartes je me pose la question si tu j'ai énormément vendu et là dernièrement, tu sais moi je fais des cycles pour moi, mois de novembre, il fallait acheter, bah j'ai énormément acheté pour revendre en mars, enfin tu sais classic shit que j'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Bon, on arrive à la fin. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah merci Mehdi, merci pour l'invite. Écoute, merci à toi pour ton franc-parler légendaire, et bah écoute, on se tient quand même en courant de temps en temps. Bah écoute, je te souhaite une aussi je vais essayer de faire un petit j'aimerais bien que les gens m'aident, je vais essayer de faire un side game Sorar avec un pote qui est développeur. Donc c'est pas je vais essayer, je vais le faire. Et du coup, on travaille sur le gameplay. L'idée le cahier des charges, c'est d'essayer de valoriser la connaissance football, valoriser les petites cartes, parce que s'agit pas de faire un gameplay bourrin avec des Neymar, pouvoir kiffer à fond le jeu avec des petites cartes, et donc ça c'est les 2 trucs, et si possible le 3e truc du cahier des charges, c'est
ne plus être dépendant, tu sais, faire un jeu un peu plus nerveux que, tu sais, un truc où t'attends 3 jours pour avoir ta réponse. Tu vois, un jeu où tu peux tag une game, tu utilises tes cartes, il y a ta connaissance rare qui est en jeu, et tu sais, t'as la réponse, tu joues contre d'autres mecs et t'as la réponse au bout de 2 minutes si t'as gagné ou t'as perdu. Donc c'est notre cahier des charges pour faire le jeu. Donc si les gars, vous avez des idées, soit venez sur le Twitch en parler, soit venez sur par mail, contactez-moi de la manière dont vous voulez. Ouais, on peut te contacter comment? Twitter, YouTube? Twitter, sur le Twitch, via YouTube, whatever. Ou venez plutôt sur le Twitch. Je vais essayer de beaucoup twitcher pour essayer de créer ce jeu et essayer de prouver qu'on peut faire un jeu funky avec ces 3 trucs là qui manquent pour moi, tu vois, pour rendre un peu le jeu plus nerveux. La connaissance du foot, je t'ai dit, pour moi la connaissance du foot elle est pas tant nécessaire que ça, et que ça utilise la galerie et que tes petites cartes soient aussi intéressantes que les grosses dans ce jeu, tu vois. Voilà. Donc le nouveau side game en préparation. Ouais, un side game. Ouais, j'ai envie de faire ça de ouf. Je suis trop hypé par faire ça. C'est tout ce que je te souhaite. Super. Maintenant, ça sera le mot de la fin. Et toi, qu'est-ce que je te souhaite, Mehdi? Qu'est-ce que je te souhaite, by the way? Je sais pas. C'est ce que tu veux. Non, t'as pas source rare. C'est quoi là? C'est quoi ton attente? Que tout s'effondre pas, que ta galerie elle garde sa valeur, que. Ouais, un peu de tout ça. Écoute, il faudrait que je sois invité pour pouvoir exprimer toute ma pensée. Ok, je te souhaite d'être invité. On y réfléchit au sein de Média Sorar. On y réfléchit. Peut-être que je changerai de place. Mais écoute, on verra bien. Ouais, pour le moment que je prenne du plaisir. J'en prends plus, je t'avoue, avec la NBA pour le moment. Mais je tiens à l'œil quand même l'évolution du marché. Et je n'attendrai pas, pour être clair et pour très rapidement résumer ma pensée, je n'attendrai pas que ça s'effondre avant de sortir. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, s'il y a du boost grâce à ce nouveau gameplay, etc., je serais ravi de pouvoir continuer. D'accord. Moi, j'étais l'invité du dernier podcast de Mehdi. Voilà, merci, au revoir. Allez, rip. Yacine, merci. Ciao. À bientôt. Ciao, Mehdi. Salut, ciao. Encore merci à Yacine et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous donne un sacré coup de pouce et un boost au moral. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorar.com. Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.